Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au programme de cet épisode, la commission d'enquête sur l'audiovisuel public et la guerre en Iran. Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillo est un des rares énarques à être souverainiste. Après une prépa au prestigieux lycée Louis-le-Grand, il intègre HEC. Puis il prépare à la fac de Dauphine le concours à l'ENA. À sa sortie, il choisit la voie royale de l'inspection générale de l'administration. Politiquement, c'est un vrai gaulliste, c'est-à-dire un patriote avec une fibre sociale. Dès 1999, il apporte son soutien au RPF de Charles Pasqua. Après un court passage aux rives de Paul-Marie Couteau, il prend la tête, en 2002, à HEC, du comité de soutien à Jean-Pierre Chevènement, alors candidat à l'élection présidentielle. Le contexte est marqué par l'épisode de l'adhésion de Jacques Chirac au traité de Maastricht. En 2005, il s'engage activement pour le non au référendum. Puis vient le temps du rapprochement avec Marine Le Pen. Son influence est déterminante. Il insuffle une dimension sociale à la doctrine du mouvement national. Doté d'un solide esprit de synthèse et d'une grande rigueur idéologique, il s'impose comme le principal conseiller de Marine Le Pen. Son expérience au sein du ministère de l'Intérieur lui offre par ailleurs une compréhension concrète des rouages du pouvoir. Il n'hésite pas à s'exposer en prenant la tête de liste du Front National lors de différentes élections dans le Grand Est. Son omniprésence médiatique ainsi que des positions économiques jugées trop colbertistes finissent par l'éloigner du parti. Cette rupture marque le début de l'aventure des patriotes. Par la suite, il apporte son soutien aux Gilets jaunes ainsi qu'aux opposants à une certaine politique sanitaire mise en place durant la crise du Covid-19. Son seul défaut est peut-être sa rectitude idéologique, incompatible avec le louvoiement des professionnels de la politique. Je vous demande d'accueillir Florian Philippot. Bonjour Florian. Bonsoir. Prenez place. Bonsoir. Voilà un bel accueil avec beaucoup de monde ce soir qui voulait participer à cette émission. Donc ça vous fait chaud au cœur, j'espère. Ils ont l'air très en forme. Vous êtes très en forme. Et on précise, ce ne sont pas des militants. Enfin, je ne sais pas, mais a priori, c'est voilà. Peut-être quelques-uns que je reconnais quand même, mais éthique. Quelques-uns que je vois dans les manifestations et d'autres que je ne connais pas. En tout cas, vous connaissez les habitudes de cette émission. On est ravis de vous retrouver. Merci d'avoir été extrêmement nombreux lors de la dernière émission avec Carl Zéro qui a fait tant parler. Alors, vous le savez, merci d'avoir éteint votre télé pour allumer Bistro Liberté. On va beaucoup parler de télévision ce soir, en tout cas du service public, ce qui comporte aussi la radio d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier. Et puis, dans un deuxième temps, on parlera évidemment de la situation internationale en Iran. Alors d'abord, je vous présente les sociétaires d'un soir qui vont m'accompagner pour réagir et aussi, pourquoi pas, questionner Florian Philippot. Tout d'abord, John de Lorraine. Alors, depuis qu'il cartonne qu'il est influenceur, il y a un costume, des cravates, ça y est. Hein, on a franchi un cap. Hein. Vous êtes de plus en plus populaire sur les réseaux, c'est incroyable. Vous trouvez ou impopulaire, je sais pas, ça dépend. Ça dépend le prisme. Vous faites à chaque fois quand même le buzz, souvent en tout cas. Merci. Bon, à vos côtés, on est ravis de le recevoir. C'est une première. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément connu du grand public, bien qu'il ait pourtant fait pendant longtemps de la télévision sur une chaîne qui s'appelle toujours, d'ailleurs, je crois, MCM, qui était une des ancêtres des chaînes de télévision, on va dire, complémentaires des chaînes mainstream. Il a travaillé avec les plus grands, c'est très subjectif, mais Marc-Olivier Fogiel, Hanouna, enfin, il est dans l'ombre, mais on peut considérer que c'est un repenti aujourd'hui. En tout cas, il a pas la langue dans sa poche. C'est François-Olivier Nolorgue. Merci. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, je pense qu'ils vont être heureusement surpris. À tes côtés, à vos côtés, Florian Philippot aussi, Mike Borowski de ces... Évidemment... Alors, j'ai du mal à prononcer... l'abréviation, c'est géopolitique... GPTV. Géopolitique profonde. Voilà, géopolitique profonde, qui a changé de studio. Alors vraiment, là,
passez vous aussi nos dimensions. Hein. Ça cartonne. Et on est propriétaire de studio maintenant. Donc voilà, grâce aux gens qui nous regardent, grâce au travail aussi qu'on a fait, on est dorénavant propriétaire de studio. Pas de subvention publique. Rien. Pas de subvention publique, pas de dons aussi. Ouais. On vend notre journal. Voilà, on essaye d'être. C'est pas comme Conspiracy Watch. Pardon ? Pas du tout, non. Nous, c'est pas du tout notre modèle. Moi, en plus, j'aime pas trop l'État, tout ça. Donc voilà, c'est pas trop mon modèle. Même si je voulais quand même saluer Florian, parce que, même si je suis pas vraiment souverainiste, je voulais quand même le saluer parce qu'il a été le seul, je dis bien le seul, à se mobiliser contre la crise sanitaire. Et je vous le dis très sincèrement, et ça vient vraiment du cœur, je lui serai toujours reconnaissant pour ça. Un bel hommage. Et puis le petit dernier de la soirée, alors on est très parité ce soir, il n'y a que des hommes, c'est Charbel. Alors Charbel, je te présente plus, un peu la révélation de notre Bistro Liberté de ces derniers mois. On parlera bien sûr avec toi, surtout aussi beaucoup de cette actualité internationale, mais on m'a dit, et j'ai vu ça dans les loges, que tu étais aussi très, on va dire, titillé par tout ce qui s'est passé à cette commission d'audiovisuel public, dont oui, on va évidemment parler lors de cette première partie d'émission. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et comme on dit, magnéto-rappel. Après des mois de travaux de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, que va vraiment faire le gouvernement du rapport porté par Charles Haloncle ? Réforme courageuse ou enterrement discret ? Car au fond, la question est simple. L'exécutif aura-t-il la volonté de s'attaquer à un système financé par les Français, mais de plus en plus contesté ? Un audiovisuel jugé coûteux, accusé de ne plus représenter une partie du pays. À l'heure des déficits records, peut-on continuer à détourner le regard ? Ou faudra-t-il, une fois de plus, protéger un modèle intouchable ? Ce rapport marquera-t-il enfin un tournant ? Ou confirmera-t-il l'impuissance politique ? Voilà, donc c'est bien évidemment l'actualité de la semaine à laquelle on ne pouvait pas échapper, puisque lundi dernier, contre toute attente, parce que moi je souhaitais qu'il soit publié, mais je pensais qu'il allait ne pas l'être. Et contre toute attente, ça s'est joué à 2 voix seulement. Il va donc être publié. Donc on va encore en reparler sans doute la semaine prochaine, puisque normalement, c'est le 4 mai, aux dernières nouvelles, qu'il sera donc accessible au plus grand nombre. Ce sera sur le site de l'Assemblée nationale. Donc officiellement, même si on a tous des bruits de ce qu'il y a dans ce rapport, officiellement, eh bien, ce sera le 4 mai prochain seulement qu'on saura précisément ce qu'il y a dans ce rapport. Alors, première question, je vais vous la poser à tous ici présents, mais à vous, évidemment, Florian Philippot. Au passage, je vous demande aussi un tonnerre d'applaudissements pour quelqu'un qui va vous brocarder tout au long de l'émission avec un stylo, un dessin magnifique. C'est Ignace. Donc, caricaturiste. Voilà. Online, comme on dit. Alors, première question, elle est toute simple, elle est pour vous, cher Florian Philippot. Tout d'abord, puisque c'est évidemment l'actualité aussi politique, quel bilan vous faites de cette commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public ? D'abord, une commission d'enquête est bien possible en France, parce qu'on commençait à se poser la question. On avait vu les commissions avortées sur l'affaire Benalla. Je rappelle déjà avortée à l'époque par Yael Braun-Pivet, qui n'était pas encore présidente de l'Assemblée nationale, mais qui avait vraiment en une semaine dégagé le sujet. On voit beaucoup de sujets qui ne font pas l'objet d'une commission d'enquête en France. Alors, j'en ai plein, moi, en tête. Pensez à quel sujet ? Le Covid n'a pas fait l'objet d'une commission d'enquête en France. Contrairement à l'Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, où c'est toujours en cours d'ailleurs, tellement c'est énorme comme sujet. On pourrait, par exemple, s'interroger sur l'argent qu'on verse à l'Ukraine. Où est-ce que ça va vraiment ou à l'Europe. Pour ça, il faudrait qu'il y ait une volonté politique. Peut-être l'affaire Epstein. Il y a un volet français, non, de l'affaire Epstein ? Mais là aussi, Braun-Pivet, elle dit non, c'est pas intéressant. Si, c'est très, très, très intéressant, justement. Donc, bon, là, il y a la possibilité de le faire avec l'ingrédient, c'est qu'il faut des députés qui en veulent. Et Charles Haloncle, il en voulait. Donc, il n'a pas lâché le morceau. C'est la révélation, vraiment, là, on peut le dire. C'est le seul élément de cette commission d'enquête. Le président, j'ai même pas retenu son nom, excusez-moi, il a été très, 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 très inexistant. Mais le rapporteur, c'est la révélation, effectivement. Il a posé les questions. Et puis ensuite, on a vu des auditions assez... Moi, j'ai pas du tout regardé, mais enfin, j'en ai vu quelques-unes rocambolesques, avec
volonté de dissimulation, des gens qui étaient absents, soi-disant, pour des réunions très importantes. Et en fait, on apprend qu'ils étaient au ski à Megève. Contre la loi, parce que normalement, vous êtes obligé de déférer une convocation en commission d'enquête parlementaire. Et puis, ce dernier sketch, psychodrame, sur est-ce qu'il faut le publier ou pas. Enfin, écoutez, qu'on partage ou pas les conclusions de ce rapport qu'on ne connaît pas encore d'ailleurs. Parce que vous m'avez dit d'ailleurs, entre parenthèses, que vous étiez, vous, personnellement, très attaché au service public, c'est ça ? Moi, ça, je vais y revenir après sur la suite. Mais en tous les cas, je pense qu'il faut évidemment publier un rapport de commission d'enquête. Enfin, qu'est-ce que c'est que c'est ? Je ne comprends même pas qu'on se soit posé la question. Ça ne veut pas dire adhésion, c'est ça ? Non, ça ne veut pas dire adhésion. Mais enfin, c'est quand même la moindre des choses que de publier un rapport de commission d'enquête, d'abord par respect pour le travail qui a été fait, ensuite par respect même pour les auditionnés. Ils y sont quand même allés, enfin, ils ont répondu. Et puis, on est quand même suffisamment grand et adulte pour pouvoir débattre d'un rapport. Or, je remarque quand même qu'une bonne moitié, ou une petite moitié finalement avec le vote, mais enfin, de la représentation politique française, voulait cacher ce rapport. Enfin, ça montre quand même, c'est quand même significatif de leur conception de la démocratie. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher d'après vous ? C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude en France, sur beaucoup de sujets, pas que sur ça, d'être pour la liberté d'expression quand on dit la même chose que vous. C'est ça la définition pour eux de la liberté d'expression. Or, c'est tout l'inverse, la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est être d'accord avec ceux qui sont en désaccord avec vous. Être d'accord, en tout cas, pour qu'ils puissent s'exprimer. Parce que sinon, c'est trop facile. Évidemment, tout le monde est d'accord pour que les personnes qui pensent comme soi s'expriment. Là où on peut vraiment juger de votre capacité à défendre la liberté d'expression, c'est être d'accord pour que des voix adverses puissent quand même s'exprimer. Alors voilà, donc heureusement, sinon ils se seraient vraiment ridiculisés. Et heureusement, ils ont accepté la publication de ce rapport. C'est suite à 1 an de l'élection présidentielle. Je ne suis pas convaincu que pour l'instant, il y ait beaucoup de suites. D'ailleurs, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans le rapport. Comment est-ce que vous voyez l'après-commission d'enquête ? C'est ça qui va être intéressant aussi. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose, en fait, dans l'après. Alors après, je ne sais pas si on va sur le fond du sujet directement, mais... Il a annoncé, je crois que c'était hier chez Christine Kelly sur Europe 1, qu'il ferait une proposition de loi le 25 juin. Non, mais ce qui est intéressant avec cette commission d'enquête, c'est que... on apprend des choses qui nous étaient cachées sur des salaires mirobolants, des frais de cocktails, de cannes. D'ailleurs, entre-temps, premier impact positif, ils ont manifestement réduit la voilure déjà sur la couverture du festival. Du Majestic au Gré d'Albion. Très bien. Pour les gens je ne connais personnellement ni l'un ni l'autre, mais par réputation, je vois bien qu'il y a déjà une dégradation, ce qui était une très bonne chose pour l'argent public. C'est un peu comme le Royal et le Normandie à Deauville. Ok. Vous voyez pas non plus encore. Si, je vois encore, mais je ne suis pas allé non plus. Mais ça reste quand même, ça reste confortable, ça va. Oui. Ils seront pas au Formule 1. Mais ils voyagent en seconde classe. Deuxièmement, ok. On a appris aussi des histoires. Je ne sais pas ce qui est vrai ou faux, mais enfin, il y aurait beaucoup de très hauts salaires. Un peu trop. Et puis, cet aller-retour, mais ça, c'est une vieille histoire, hein, parce qu'il y avait déjà un scandale dans les années 90, sous la présidence El Kabbach, cet aller-retour des animateurs producteurs, enfin, qui partent dans le privé, qui reviennent, qui sont virés, mais qui ensuite reviennent comme prestataires de services, surpayés, enfin, tout ça, c'est pas admissible. Donc, il y a déjà des acquis. D'affaires entre les deux de la boîte. Là, si j'ai bien suivi, il y a quand même déjà des acquis de tout ce travail. Après, on a une marge qui n'est pas, si vous voulez, on parle d'un budget de 4 milliards au total. Au mieux du mieux, quoi. On peut baisser un peu les coûts, ça me paraît évident, mais on gagnera quelques centaines de millions d'euros par an, pas beaucoup plus. Donc on n'est pas non plus, si vous voulez, sur l'enjeu du siècle en termes financiers. Car si on faisait une commission d'enquête, je parlais tout à l'heure des fonds versés à l'Ukraine, là on serait sur 50 milliards. Si on faisait une commission d'enquête sur la contribution française à l'Union européenne, on serait sur une contribution nette par an de 15 et à partir de l'an prochain de 20 milliards par an. Donc là, on pourrait être... Services publics par an. Voilà, on pourrait être sur et l'Ukraine 10 fois. On pourrait être sur des trucs qui sont considérables. Mais là, je remarque qu'il n'y a personne qui le réclame à l'Assemblée nationale. Voilà, il y a eu ici, sur ce sujet de la commission d'enquête, une droite et une gauche qui ont pu un peu se refaire. La droite était pour la commission d'enquête, la gauche était contre. Et c'était facile, on a pu faire semblant qu'il y avait une espèce de clivage sur le sujet. On se tapait dessus. La droite, c'est alors vraiment avec des guillemets, hein, l'extrême droite pour les méchants. UDR, mais Retailleau, il a apporté son soutien après que le vote
A commencé, hein. Oui, mais j'avais Donc, vu Wauquiez. En termes de courage. Enfin, peu importe, mais tous ceux qui ont l'habitude de manger à la même gamelle de Bruxelles, qui sont en fait d'accord sur tout, ont pu aussi opportunément un peu, il faut quand même être conscient de cette analyse-là aussi, parce que sinon on est dupe de tout, et puis on rentre dans tous les jeux de manipulation. Ils ont pu aussi se refaire un peu la cerise, en faisant croire qu'il y a un super clivage. Il n'y a pas d'énorme clivage en réalité, parce qu'il y a un autre problème qui va se poser, c'est que vous ayez un France Télévisions public ou privé, vous avez l'Arcom au-dessus. Et ça ne changera donc pas grand-chose en réalité sur le pluralisme. Car pour moi, le vrai problème aujourd'hui en France de toute cette affaire, au-delà des scandales financiers qui sont énormes et que cette commission d'enquête a eu le mérite de révéler et qu'il faudra régler, au-delà des cas peut-être même plus graves de détournement d'argent qu'il faudra peut-être même régler judiciairement. Et c'est très bien que parce qu'il peut y avoir des diagnostic a été posé. 40. Tout à fait, et je pense qu'il y en aura. Ça, c'est très très bien, c'est un acquis. Il y a quand même, pour moi, le principal sujet, pour notre démocratie, pour le débat public en général, c'est le pluralisme. Mais je constate que le problème du pluralisme, il est à peu près aussi vrai à la télé publique qu'à la télé privée. C'est pour ça que moi, je suis quand même dubitatif. Qu'est-ce que vous proposez-vous alors je suis pour qu'on supprime l'Arcom. Voilà. Alors attendez, aujourd'hui, c'est plus si facile que ça de supprimer l'Arcom. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 3 ans, vous pouviez supprimer l'Arcom par une loi. C'était facile et on le réclamait déjà. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus. Parce que l'Arcom est dans l'article 22 du règlement européen DSA. Les pays membres de l'Union européenne sont obligés d'avoir une autorité nationale de régulation de leurs médias et de leurs réseaux sociaux. On peut le remplacer. On peut le remplacer. Mais attention, parce que le DSA, il est hyper précis. Elles doivent faire ça. Et donc aujourd'hui, l'Arcom va devenir de plus en plus, même pas une autorité indépendante française, elle va devenir de plus en plus une autorité au service de Bruxelles directement. Dans tous les pays d'Europe, il y a une autorité. C'est maintenant obligatoire. C'est maintenant obligatoire. Et donc, c'est plus si simple que ça de supprimer l'Arcom. Ça suppose d'abord de sortir de l'Union européenne et ensuite de supprimer par une loi ce truc. Et puis rétablir dans la loi un principe simple, c'est que le pluralisme idéologique et politique doit obligatoirement être respecté par les chaînes publiques comme par les chaînes privées, télévision comme radio. Ça veut dire que pendant le Covid, on aurait dû voir autant de pro-pass que d'anti-pass. On devrait voir à la télévision, puisque c'est 40% à peu près des Français aujourd'hui qui sont pour le Frexit, on devrait voir 40% de gens qui s'expriment pour le Frexit à la télévision. On est à peu près à 0 aujourd'hui. On devrait voir des gens qui défendent la privatisation du service public comme le maintien. Ils veulent montrer la France telle qu'ils veulent qu'elle soit. Non, mais si, eux, ils ont leur définition de la diversité. On va mettre des quotas hommes, femmes, noirs, blancs, handicapés, pas handicapés, etc., etc. C'est très intéressant, sauf que ça ne change rien en fait. Parce qu'à la fin, vous aurez des gens qui sont peut-être noirs ou femmes ou handicapés ou pas, mais qui défendront le système comme les autres. John de Lorraine. Il y a une statistique qui a été donnée par un sondage CSA en novembre. Je crois que c'est quand il pose la question de l'impartialité du service public, c'est 60% des Français qui considèrent que ça ne l'est pas. Je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Florian Philippot a rappelé durant le Covid, on peut aussi citer la crise des Gilets jaunes. Je pense que tout le monde se souvient. Oui, avec Sud Radio et RT. Voilà, tout le monde se souvient très bien que face à des événements, on voit qu'il y a toujours un narratif qui est fait et que de l'autre côté, la contre-voix, en fait, le contre-narratif n'est pas là. Donc ça, c'est la problématique, c'est ce qui a poussé derrière l'ouverture de cette commission d'enquête, le pluralisme que vous avez bien expliqué. Et en fait, ce qu'on voyait par le rapporteur, et au final, c'est ça que ça dépasse un peu le clivage politique, c'est qu'il posait les questions, mais pour tous les Français. C'est pas simplement pour un parti de l'échiquier. Il y a plein de sujets qui ont été faits par le rapporteur. Les autres députés ont pu le faire aussi. Et en fait, à travers ces questions, c'était les questions des Français. Et c'est pour ça que ça a fait un succès fou en termes de visibilité sur les réseaux sociaux. Un carton. C'est pour ça qu'ils s'en plaignent. Vous avez des gens sur le service public, je crois que c'était un journaliste de BFM qui s'en plaignait, qui vous attaquait d'ailleurs notamment. Et oui, le grand reporter, giga reporter de l'espace. Il fait beaucoup Raphaël Grabi. Il fait beaucoup sur le numérique, c'est intéressant avec les bulles, etc. Bon, il y a toujours un biais, mais c'est intéressant de voir. Il est sympa, il fait la pub. Voilà, toujours. Et en fait, moi, je postais, par exemple, depuis la dernière fois que je suis venu, je fais sur d'autres réseaux, etc. On voyait qu'à chaque fois qu'on mettait Charles Aloncle au niveau de ces questions, ça explosait.
Et on peut voir au niveau des statistiques que ça touche toutes les parties de la population, les jeunes, les gens plus âgés, toutes les classes sociales, etc. Moi, je le voyais tout de suite sur les statistiques. Donc, je sentais immédiatement, et je pense que beaucoup de gens l'ont senti, qu'il se passait quelque chose. Que là, on avait quelqu'un qui mettait le doigt, qui levait le couvercle sur quelque chose qui n'a pas été fait depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est pour ça que c'est très difficile, le fil à tirer et à détricoter, de voir ce qui se passait. Et sur ce sujet-là, il l'a rappelé, moi j'ai regardé toutes les auditions, où on voyait que c'était le plus compliqué, c'était sur Media One, où il y avait Jérôme Nomé, Xavier Niel et Mathieu Pigasse. D'ailleurs, ils avaient attaqué énormément. Il y avait une stratégie, je ne sais pas si pour ceux qui ont vu l'audition. C'était lunaire, cette audition. Il y avait une stratégie des gens Xavier qui étaient venus. Niel, c'était incroyable. C'était calculé, Xavier Niel. C'était de dire c'est un cirque, et il commençait à crier pour mettre dans l'esprit, dans la tête des gens, de dire regardez, c'est un cirque, cette commission, de la décrédibiliser. Ils ont utilisé. C'est lui, en l'occurrence, qui est passé pour un clown. À mon sens, oui. Mais selon parce que ça a été politisé, en fait, ces réactions. Vous aviez des gens. Ce qui était fascinant, c'est qu'il y avait des gens de gauche qui soutenaient des milliardaires contre les questions du rapporteur. Pour moi, on sentait qu'on. Alors qu'il faut taxer les riches. Exactement. Mais vu qu'il est de leur côté, il n'y a pas de souci. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a une hypocrisie totale et qu'en fait, c'est juste purement de l'opposition parce que le rapporteur était du camp de l'UDR. Il n'y avait aucune recherche, aucune quête de vérité et en fait, sur ces sujets. Moi, je trouve que l'attitude de Xavier Niel tranchait vraiment avec celle de Bolloré, enfin de Vincent Bolloré, qui était hyper calme, plutôt un peu... Si on réfléchit, les gens ont retenu, par exemple, le cas des chambres d'hôtel à Cannes. Ils ont retenu surtout l'attitude des auditionnés. Nagui, Xavier Niel, comme vous disiez. Enfin, les gens n'ont pas du tout adhéré. Xavier Niel, vous Je sais pas. Niel. On dit Niel. Xavier Niel, ouais. Xavier Niel. Et au final, on se rendait bien compte que les gens n'appréciaient pas du tout le comportement au niveau des réponses, etc. Et Ils s'énervaient. il s'énervait très fort. Mathieu Pigasse aussi. Pourquoi ? Alors François Olivier, vous avez regardé... J'ai tout regardé dans le détail et je pense que ça va faire du bruit. Parce que quand même, Xavier Niel est venu se justifier de choses. C'était une commission de justification. On a vu des trucs absolument délirants. Moi, j'ai jamais vu ça à la télé. En 30 ans de télé, où t'as Cardos qui vient expliquer des trucs. Enfin, c'était quand même lunaire, quoi. C'était Michel Drucker et... Delphine Ernotte qui parle de son hôtel. Oui, ça coûtait 1700, enfin 1800. Oui, c'est vrai que c'est cher, mais enfin, bon, vous comprenez. C'était quand même surnaturel. Donc là, t'as quelque chose de très, très, très fort qui vient de se passer en télé, on peut dire, maintenant. T'as vu celle de Nagui? Enfin, tu l'as... Oui, Nagui qui a dit beaucoup de mal de toi. Oui, il ne sait pas prononcer les incorrectibles. Je lui dis que c'est le concept d'une marque. Bon, et Nagui, il vient en live expliquer qu'il touche énormément d'argent depuis très longtemps et qu'il va devoir maintenant rendre des comptes. Avec le sourire. Il n'est pas content. Ça se comprend. Ça se comprend. Là, tout d'un coup, devant tout le monde, on assiste à un truc absolument fou, quoi. Beaucoup d'argent, quoi. Parce que... Et puis il a attaqué, ce qui est franchement, je trouve lamentable, c'est qu'il a attaqué Charles Aloncle. Alors Charles-Henri, parce que là, à ce moment-là, ça fait bien de rajouter c'est énorme. un deuxième prénom pour lui donner un... mais sur son père, surtout. Avec son père aussi. Son père, et son père. Ouais. Et en plus, c'était faux. Je crois que Charles Aloncle va l'attaquer. Contrairement à ce que Nagui a fait, lui, c'est qu'il n'a pas du tout porté plainte contre Charles Aloncle. Il a porté plainte contre X pour soi-disant du cyberharcèlement, justement, suite à l'interview que j'avais faite de Charles Aloncle. Mais voilà, ça, c'est plutôt petit et minable, ce qu'il a fait de s'en prendre, quand on s'en prend au père de quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, c'est vraiment qu'on n'a plus rien à se mettre sous la dent au niveau argumentaire. Absolument. Puis ça montre quoi ? Qu'ils sont super mal. Parce que là, il va falloir gérer l'après-commission. Et il annonce à Charles Aloncle qu'il n'a pas envoyé... Il n'a pas envoyé ses fiches de paie, ni les contrats, contrairement... Voilà, c'est ça le truc, c'est l'après-commission. Il va falloir justifier les chambres à 1 700 €. Ça va être très compliqué. Mike Borowski. Moi, je vais être un peu pessimiste, parce que, bon, certes, Xavier Niel, il a été attaqué très bien, mais bon, c'est une grande fortune, c'est le gendre de M. Bernard Arnault. On sait qui est M. Bernard Arnault en France, c'est la plus grande fortune française. On connaît... Non, d'ailleurs, la femme a annoncé qu'en cas... Vous avez vu qu'elle voterait Mélenchon. On connaît duel Mélenchon-Bardella, elle voterait Mélenchon. Oui, mais parce que Madame Hélène Arnault est l'amie de tous les rappeurs, de Maître Gims, de Aya Nakamura. C'est elle qui a fait le lien. Avec lui. C'est elle qui a fait le lien entre Aya Nakamura et Brigitte Macron. C'est elle qui a... Ben oui, c'est elle qui a fait que
aux Jeux Olympiques, c'était Madame Aya Nakamura qui a pu chanter. Bernard Arnault, c'est quasiment le président bis. C'est lui qui habille Brigitte Macron. C'est lui qui appelle en novembre 2023 pour dire oui, attendez, il y en a marre de Madame Borne. Et un mois après, c'est Monsieur Gabriel Attal qui est Premier ministre. Donc c'est toute une oligarchie qui se tient. Vous avez parlé de l'Arcom. L'Arcom, c'est Monsieur de Nervaux. Qui est Monsieur de Nervaux? C'est le directeur général. Sa femme, c'est qui? C'est la patronne de Destin Commun. Qu'est-ce que Destin Commun? C'est une fondation qui est financée par Soros. Voilà, faut le dire, par Soros, le grand milliardaire. Et c'est une fondation qui met en avant le vivre ensemble avec les migrants. Donc quand vous mettez tous ces gens ensemble, c'est-à-dire tous ces gens qui font partie de l'oligarchie, qui sont pour le progressisme, pour l'ouverture des frontières, pour les LGBT, les machins, eh ben, vous avez France Télévisions et ça ne changera pas. Pourquoi ça ne changera pas? Vous ne pensez pas qu'Ernotte, là je pose autant la question à Florent Philippot, après cette commission d'enquête, vous ne pensez pas que le siège de Delphine Ernotte ou de Stéphane Sidbon Gomez, il est un peu peut-être éjectable là? Non. Non. Vous ne pensez pas que ça va changer là? Non, mais le gouvernement va peut-être prendre en compte quelques-unes des remarques, puisqu'on sera... Elle a été nommée malgré un plagiat. Non, mais il y a... On l'oubliait, ça. Vous allez regarder un reportage de Off Investigation sur... c'est intéressant, cette chaîne-là, sur YouTube, qui a enquêté sur France Télé. Voilà, comment elle a été domptée, en fait, par la Macronie et comment elle obéit complètement aujourd'hui. Et je pense qu'ils ont tout à fait intérêt à la garder, surtout à l'approche d'une élection présidentielle. Enfin là, on rentre dans le moment le plus crucial possible. Là. C'est-à-dire qu'il faut absolument maîtriser l'antenne parce qu'il va y avoir les grands débats ou les interviews de l'élection présidentielle. Ce système, il est vrai, mais je remarque que la femme, elle vote Mélenchon contre Bardella, mais Bernard Arnault, c'est Paris Match. Et Paris Match, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? 12 pages. 12 pages d'agiographie pour Bardella et Miss Princesse. C'est une, vous y... Non, mais je veux dire, donc, on est quand même, ils mettent des œufs dans... Non, mais c'est normal. Ils mettent des œufs dans tous les paniers différents. Parce qu'il faut investir un peu partout. Et probablement que vous aurez une magnifique aussi pour Édouard Philippe et une autre, on le sait, pour Attal et c'est une, vous pensez il y a pas mal de gens qui ont dit que c'était une erreur de com. Vous en pensez quoi, vous? Je pense qu'une princesse... pas tellement des photos volées. Non, c'est pas du tout des photos volées. Je pense qu'une princesse, ça aurait pu charmer la ménagère, comme on dit. Mais le problème, c'est que c'est pas n'importe quelle famille. Mais elle fait... C'est une famille d'évadés fiscaux. Enfin, ils sont dans les Paradise Papers. C'est la famille qui a présenté Epstein à Jack Lang. Enfin, il y a plein d'énormes dossiers dans cette famille épouvantables, en fait. Ils sont tous à porter plainte les uns contre les autres. Le grand-père a été condamné pour corruption. La mère est en procès. Enfin, c'est un enfer. Et donc, évidemment que ça va se retourner contre lui. Donc, j'imagine qu'en plus, toutes les officines, les Mediapart sont déjà en train de travailler sur tout ça pour sortir les bombes quand il faudra, quelques semaines avant le scrutin. Ouais. Donc, en réalité, non, je pense que c'est une... Oui, il est en baisse dans les sondages. Pour ça, et parce qu'on le voit plus qu'avec le MEDEF. Je rappelle que l'électorat du Front National, à la base, c'est quand même un électorat populaire, de travailleurs, d'ouvriers. Et tout ce qu'on voit en ce moment... Ce qu'on reproche au RN, c'est justement son programme économique. Non, on vous impute parfois aussi un peu la responsabilité d'avoir un programme économique de gauche. Non, un programme économique social, ce n'est pas un programme économique de gauche. Programme économique sérieux. J'ai réagi d'ailleurs sur X un article des Échos en disant ou du JDD, ils veulent la crédibilité économique. Ce qu'on appelle la crédibilité économique aujourd'hui, c'est faire ce qu'on fait depuis 40 ans. Ça, c'est crédible. Macron, c'est le Mozart de la finance. C'est-à-dire ce qui nous a mené à 3 500 milliards de dettes, une industrie à 8% du PIB, des taxes en pagaille, on ne sait plus quoi en faire, on est enseveli en dessous, et une balance commerciale ultra déficitaire. C'est ça, la crédibilité économique, c'est ça, la crédibilité économique. Et donc ça veut dire épouser l'euro, l'Union européenne, le libre-échange, le Mercosur et tout ça. Ça, c'est jugé crédible économiquement. Or, ça produit les pires résultats qu'on ait jamais vus dans l'histoire de France en termes économiques et sociaux. Donc, en réalité, je pense qu'il ferait mieux de faire attention à ce modèle. Or, il plonge, Bardella surtout, il plonge complètement dedans pour avoir ça marche, Paris Match, Bernard Arnault, pour avoir les bonnes couvertures de presse de ce système-là, oligarchique. Je pense que c'est une erreur. Et je pense que leur électorat n'est pas acquis à vie. Ils vont peut-être gagner des patrons et des retraités, des bourgeois, mais ils vont perdre à un moment le vote populaire. En parlant justement de ces patrons et justement pour faire le lien avec cet audiovisuel public et l'audiovisuel en général, vous avez vu, j'en parlais tout à l'heure, donc cette audition de Vincent Bolloré. Comment vous expliquez que l'essentiel des critiques, elles se concentrent systématiquement justement sur potentiellement ce que représente
Vincent Bolloré et voilà, et ses médias, quoi. Parce que c'est le seul groupe où il y a plus de pluralisme. C'est ça qui déplaît énormément. Moi, excusez-moi, je ne glorifie pas CNews et anciennement C8 qui a été d'ailleurs fermé. Ils ont été jusqu'à fermer C8. Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'émission TPMP, où il faut quand même le dire, quoi qu'on pense de Cyril Hanouna. Pendant le Covid, Il donnait la parole. la seule émission où vous aviez des gens qui dénonçaient les effets secondaires, qui se battaient pour les suspendus, et même des suspendus eux-mêmes qui étaient invités, les infirmières, c'est la sienne. Je n'en ai vu aucune sur France 2, sur TF1, sur BFM, etc. J'en ai vu là-bas. Donc ça, c'était insupportable. De la même manière, j'ai vu là-bas des grands débats, et moi j'y ai participé parfois, sur est-ce qu'il faut vraiment soutenir l'Ukraine ou pas ? J'ai pas vu ces débats sur TF1, France 2 et machin, et surtout pas chez Patrick Cohen sur France 5. Parce que ça peut être quand même, pour moi, le symbole des dérives, c'est l'émission C'est à vous. C'est quand même... Vous n'êtes jamais invité. Où j'ai été par le passé quand c'était la Pix. Ah oui, j'avais vu. Qui était déjà odieuse. Avec elle, oui. Qui était épouvantable. Enfin, je veux dire, même en coulisses, j'arrivais, elle me serrait même pas la main, elle me disait pas bonjour. Et, Ah oui, carrément. On était depuis, dans vous le n'avez pas été truc invité non plus dur, là. Jamais invité. Ah non, jamais invité. Mais en plus, ça a été... On parle du service public. Vous avez été quand même je suis candidat à plein d'élections. Non, vous mais n'êtes pas invité. France 5, c'est 0 minute, 0 seconde. Enfin, c'est épouvantable. Cette émission, elle est, pour le coup, absolument scandaleuse. Enfin, et j'ai vu d'ailleurs Patrick Cohen oser faire la leçon de pluralisme à CNews l'autre jour. Alors, encore une fois, CNews n'est pas parfaite, certainement. Enfin, quand même, il y a un peu plus de pluralisme et c'est la chaîne info où il y en a le plus. J'ai une question bête, moi. C'est pour ça qu'ils sont attaqués. Le pluralisme pendant la crise Covid, ça n'a jamais été énoncé à aucun moment, au final. Ça n'a jamais été énoncé dans quel sens ? Dans le sens de dire, regardez, on n'a pas du tout... parce qu'au final, tout le monde se plaignait, c'est pour ça qu'il y avait les manifestations anti-pass, et de dire, en fait, il n'y a personne à la télé, de se retrouver sur France Info, France Inter, de dire, attendez, je représente pourquoi je manif contre le pass, quelles sont mes revendications, etc. Non, j'ai jamais vu quelqu'un... Peut-être que j'ai à la loupé, place, il disait qu'il y avait personne dans les manifs. Nous, on s'en plaignait, mais moi, j'ai fait pour France Info Radio, pendant tout le Covid, même les jours où on réunissait 100 000 personnes dans la rue, c'est-à-dire l'été 2021, enfin les énormes manifs, on avait... En tout et pour tout, sur toute la crise, et je peux y ajouter depuis, j'ai eu à un moment au téléphone, un matin de juillet 2021, parce qu'il ne pouvait vraiment plus faire autrement, au téléphone, interview au téléphone, c'est hyper inconfortable parce que ça coûte, enfin c'est pas bon, il ne voulait pas que je sois en studio, 7 minutes dans une tranche horaire le matin, là, vers 8h. Oh Dieu, j'étais coupé toutes les 3 secondes. 3 secondes, voilà. C'est tout ce que a fait comme couverture France Info Radio pendant cette affaire-là. Le problème, c'est que on voit le service public, on doit être plus exigeant parce que c'est notre argent. Mais il y a plein de chaînes privées où c'était pas mieux. Bien sûr. Et donc il ne faut pas non plus considérer que c'est mieux le privé. C'est pas forcément vrai. Il y a des chaînes privées qui font absolument pas le boulot non plus. Et voilà. Mais bon, ce sont des chaînes privées. Charbel, est-ce qu'on assiste d'après toi... Il faut quand même les réguler un minimum, les chaînes privées. C'est vrai, puisqu'elles ont quand même des fréquences TNT. Bien sûr, il y a quand même de l'argent public derrière. Charbel, est-ce qu'on assiste à une forme d'entre-soi médiatique où certains sujets deviennent, d'après toi, intouchables ? Non, mais moi, il y a un truc déjà qui me choque. Je comprends pas comment un groupe qui est payé avec de l'argent public, la patronne qui se prend 30 ou 35 000 balles par mois, la Cour des comptes dit que ce groupe est déficitaire, et ensuite 98,5% de sa prime. de prime de performance. Non mais ça rentre pas dans ma tête. Et en plus, attends. 98,5. Oui, non mais d'accord. Désolé, Madame Ernotte. Mais moi, il y a un truc qui me choque encore plus, c'est que cette dame, quand on vient lui dire, oui, vous étiez dans un hôtel à Cannes, je sais pas quoi, machin. Non mais d'accord, 1500, 1700 balles. En gros, c'est 3 fois rien, qu'est-ce que tu me racontes ? Mais on travaillait quand même là. Mais qu'est-ce que tu vas aller dire au mec qui travaille dans le TP et qui part en déplacement pendant 15 jours, qui voit pas sa famille, qui se retrouve dans le plus miteux des hôtels et qu'il faut qu'il se lève tous les jours à 4h, 5h du matin pour aller travailler sur les routes quand il se les pèle, et qui doit quand même payer ses impôts pour aller payer une bourgeoise pareille qui vient lui cracher à la gueule, quoi. Non mais qu'est-ce que tu veux ? Mais tu comprends ce que je veux dire ? Mais moi, ça me choque complet, ça. Et le dernier truc qui m'a choqué, c'est qu'il y a un vote. Attends, mais qu'il y a un vote. Mais on ne vote pas. Mais à quoi on a payé des députés pendant 6 mois ?
Je crois que c'est ça. C'est-à-dire le vote pour la publication, ça te Ouais, fait. mais on les a payés pendant 6 mois. C'est comme la mascarade du budget, 125 heures de débat. Pourquoi ? Pour qu'ils nous fassent un sketch à l'Assemblée nationale. À chaque fois, t'as un clown qui sort. Oui, on a passé tel amendement, tel amendement. Moi, depuis le début, j'ai dit, les gars, c'est un sketch, on va se la prendre bien comme il faut. Ouais. Vous allez voir. Et ça va pas louper. Mais là, c'est pareil. Et pour une fois qu'on a un député qui fait vraiment son boulot, on vient commencer à lui cracher dessus malgré toutes les pressions. Mais ce mec-là, c'est un héros. On parle de Charles Allon. Bien sûr, il fait son taf. Mais toi, quand tu déclares tes impôts en retard, qu'est-ce qui se passe ? Mais on te ruine Et d'ailleurs, c'est bien que tu dises ça parce que, comme Xavier Niel apparemment est milliardaire, mais il y a des choses qu'il comprend pas très bien, c'est qu'il n'a pas été payé plus. Moi, j'ai regardé que Dieu, vous avez gagné des millions, cette commission a coûté. Non, ils n'ont pas gagné. Il y a juste le président de la commission, je crois, qui a quelques 1000 euros et quelques en plus, mais enfin, c'est pas du tout. Puis même au-delà de ça, juste un dernier truc, au-delà de ça, ils lui ont laissé quand même 10 jours pour rédiger 400 pages. Et aujourd'hui, le président de la commission, lui, c'est le pire des hypocrites, ce lui mec-là. crache à la Il lui figure. a laissé 10 jours, le Jérémy, là. J'ai retenu que Jérémy parce que c'est Charles Allon qui a... Encore hier Jérémy, sur France Jérémy. Inter. Non, mais c'est un truc de fou. Il lui laisse 10 jours pour rédiger 400 pages. Mais purée, mais faites le calcul. C'est pas seulement de les rédiger, mais il faut les vérifier et Oh, compagnie. il n'était pas seul, il y avait des collaborateurs. Non, mais il en avait deux. Il y en a deux qui l'ont aidé à rédiger. Il l'a dit, je l'ai entendu. Il était, je crois que c'est sur Europe 1 ou je sais plus où. Ouais. Mais il en avait deux. Mais je comprends pas moi tout ça. Qu'on discute encore et après on va venir aller emmerder les Français parce que ils déclarent mal ou ils déclarent en retard ou je sais pas quoi. Le truc de dingue, c'est qu'il a fallu faire un effort d'élan populaire, il a fallu mettre sur les médias, il a fallu pousser, il a fallu faire quand même énormément. Bon, on parle de quoi ? D'une publication d'un rapport, quoi. Bien sûr. Ça veut dire le niveau du déni de démocratie dans ce pays. On te dit, Il a fallu faire tout ça juste pour qu'il y ait le rapport. Et je signale, Florent Philippot. en termes de publication de rapport, je vous signale qu'il y a, ceux qui se souviennent, il y a eu une commission au Sénat sur les effets secondaires des injections. Il y a eu le rapport d'étape publié en juin 2022, je crois. Le rapport final, tellement le rapport d'étape était déjà catastrophique, n'a jamais été publié. C'est-à-dire que vous n'avez jamais, il y a eu aussi des dizaines d'auditions, etc. Jamais on a fait tout ce qu'il fallait pour le faire, jamais on a eu le rapport. Là, c'est pareil. Après, t'as Maluré qui vient faire le coq et à se foutre de la gueule du monde, à faire ses discours à 2 balles. Tu comprends ce que je veux dire ? Adulé Non, par mais le c'est système, d'ailleurs. Non, mais Mais Maluré, d'ailleurs, c'est en quelque termes de cinéma, là, on pourrait fermer tout Il y a beaucoup de ça. concurrence au théâtre des Deux Ânes. Ils se sont plaints. C'est le troisième, c'est ça. Mais la question, c'est que tout ce Parlement, c'est du théâtre. Pourquoi ? Parce qu'ils font semblant. Tu disais le budget, ils ont fait 125 heures, et puis ça finit par... Non. Tout ce Parlement, c'est du théâtre, puisque je rappelle que 80% de nos lois ne sont que du recopiage de directives écrites à Bruxelles. Donc à quoi servent ces gens, 950 sénateurs et députés qui sont quand même bien payés, qui ont des collaborateurs qui sont là maintenant aujourd'hui pour recopier des textes écrits à Bruxelles, littéralement. Enfin, je veux dire. Et moi, j'aimerais Charles qui disait, voilà. pas Et la d'ailleurs- l'autre, là, qui disait les heures qu'elle s'enfourne, en fait. Tu vois, les 40 heures de boulot qu'elle s'enfournait, là. Oui, la Comment ça pauvre. s'appelle, Et vous là parliez tout Castera. à l'heure, Florent Philippot, de la guerre en Ukraine. Justement, j'aimerais vous rendre hommage parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont relevé. Vous avez relevé des propos de Delphine Ernotte lors de son audition, c'était le 8 avril dernier. Ah oui. Propos qui sont relativement passés inaperçus. Écoutez bien ce qu'elle disait, entre guillemets, les militaires prévoient une guerre avant 2029. Elle poursuit en temps de guerre, un des éléments les plus précieux pour les militaires, c'est la capacité de parler avec la population. Sous-entendu, laissez-moi à la tête de France Télévisions, en cas de guerre, ce sera bien que ce soit moi qui parle à l'armée. Ce sera l'équivalent du général. Qu'est-ce que ça révèle, cet de extrait Salomon, mais ce sera un général qui viendra le soir nous faire le. Non mais qu'est-ce que ça révèle compte cet extrait ? rendu. D'abord, elle est bien informée. D'abord, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que c'est que ces informations ? D'où a-t-elle ces informations ? Elle dit qu'elle rencontre sans arrêt des hauts gradés, des militaires. Suède, hein. Non, elle a vu le chef d'état-major suédois, allemand et français, et des hauts gradés français qui lui ont dit qu'il y aura une guerre avec la Russie avant 2029. C'est intéressant. Là, j'aurais aimé qu'il y ait un petit rebond dans la C'est ce commission. qu'avait Elle essaie déclaré- de jouer sur la peur. C'est ce qu'on avait déclaré Elle essaie de jouer face sur au maire de France, il y a 3-4 mois de Oui, cela, qui aurait justement cette guerre dans Landon. les 3-4 Le chef d'état-major. Elle essaie désormais. de jouer sur la peur pour garder son poste. Oui, bien sûr. Elle joue et en disant. Mais ce qui veut. Oui, bien sûr. En Elle a un disant, poste d'ailleurs, européen. on sera là pour dérouler la propagande Est-ce de qu'on guerre. nous cache des choses d'après vous ? C'est ça surtout. Est-ce qu'on nous cache des choses ? Là, en Non. l'occurrence, là, quand elle dit ça, Là, on aurait pu interroger un peu plus sur ses sources. Mais la réalité, c'est que non, ils jouent, vous l'avez dit, ils jouent sur la peur, tous. Ils ont besoin d'une ambiance électrique la plus tendue possible contre la Russie, parce que s'il n'y a plus cette guerre, on ne pourra plus justifier qu'il faut faire une armée européenne, il faut transférer notre dissuasion nucléaire. C'est tout. Comme ils vous en font, et je crois que c'est un sujet après, des tonnes sur les pénuries, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de gaz, il n'y aura plus rien, parce que s'il n'y a plus ça, on va relâcher la pression. Or, vous avez quand même compris que depuis le Covid, on est sous tension permanente. C'est-à-dire qu'on est dans un mode de gestion maintenant, on ne nous laisse plus la paix, jamais. Gestion de crise. C'est soit une guerre, soit un virus, soit les Russes,
soit le pétrole, soit n'importe quoi. Acheter l'émission de Léa Salamé. En permanence, maintenant, vous avez une tension mise sur le peuple français qui ne peut jamais respirer, jamais se reposer, jamais déstresser. Il faut toujours qu'il se dise qu'il est en danger, il y a une menace, et donc il faut qu'il obéisse, qu'il restreigne ses libertés et qu'il fasse comme on lui demande de faire. C'est ça, voilà, ça s'appelle une gestion mondialiste des peuples qui sont traités comme du bétail. C'est de ça dont il faut se libérer. En tout cas, elle est quand même assez procédurière parce qu'on a appris que Mme Ernotte, selon les informations du Parisien, donc cette présidente de France Télé, s'apprête à porter plainte contre Patrick Sébastien, qui était d'ailleurs à votre place il y a quelques semaines, pour outrage sexiste et sexuel en cause de la chanson Delphine, mise en ligne vendredi dernier par l'animateur, dans laquelle, c'est vrai, il n'y va pas de ma mort, mais bon. C'est de l'humour potache. C'est de l'humour potache. On ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus blaguer, on ne peut plus il avait dit plaisanter. avant de commencer à chanter que ça allait lui ramener Non, mais ça, vous l'auriez fait dans les années 80, il ne se passait rien. Aujourd'hui, c'est les tribunaux partout. C'est ça. Oui, bon, on a compris qu'il y a un changement de ton, on peut plus rien dire. Hein. C'est vrai que ça pose problème. Et Patrick Sébastien, ça fait très longtemps qu'il en veut à Delphine Ernotte d'avoir été viré. Il s'en remet pas, faut dire ce qu'il y a. Mais il y a quelque chose de... Drucker, lui, il y a échappé. Le mâle blanc de plus de 50 ans. Ouais. Samuel Etienne aussi, non? Ouais. Samuel Etienne, lui, il a été viré, mais réembauché par la boîte de prod pour au final faire la même émission, le même jeu. Non, mais j'essaye de faire l'avocat du diable, j'essaie de comprendre pourquoi il se comporte comme ça avec le peuple français. Et en fait, mon truc, c'est qu'ils veulent le rééduquer. Oui, il y a un vrai truc. La solution, elle est simple. C'est que les gens ne réagissent pas. Les gens ont vu la gabégie et ils disent, bon, c'est pas grave. Les gens ont quasiment 3 € du litre. Bon, c'est la vie, je paierai quand même. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Tiens, ils voient Brigitte Macron sortir de chez Louis Vuitton. Eh ben, ils lui disent, bravo madame, vous êtes merveilleuse. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font ces élites dirigeantes? Ils se disent, le peuple, ils sont gentils, de toute façon, ils acceptent tout ce qu'on fait, toutes nos conneries, ils les acceptent. Donc ils vont continuer. Parce que de toute façon, on est complètement moutonnisé dans ce pays. Donc on accepte tout ce qu'il faut. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui vous a fait... C'est quand même, c'est vrai, c'est à moitié vrai, parce qu'il y a quand même des gens qui se battent, mais il y en a trop qui effectivement sont moutonniers. Mais le problème, c'est que pour moi, ça vient aussi beaucoup du fait qu'on n'a plus d'opposition au Parlement. Oui, bien sûr. C'est ça le problème. Qui excite les gens pour se rebeller, qui leur propose un autre chemin. Je parle au Parlement, parce qu'ils ont 100%, 99,5% du temps de parole. C'est eux qui sont officiellement représentés partout. C'est les partis représentés au Parlement. Donc c'est à eux de faire le boulot. Ils ne le font pas. Mais ce qui est ils ne le font pas. Ce qui est fou, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde dans les manifestations de Florian Philippot que dans la manifestation en faveur du Rassemblement national lorsque Mme Le Pen a eu ses démêlés judiciaires. Et c'est vrai en plus. Non mais le pire, c'est que c'est vrai. Il y en a peut-être 10 fois plus chez M. Philippot. Je rappelle qu'ils ont donné l'ordre de ne pas venir à nos manifs à l'époque. En plus. Ils traitaient ça de dinguerie. Et ils ont ordonné au dernier moment à Virginie Joron, qui était venue à une manif, que j'avais 10 fois que je l'avais invitée, elle est venue à une seule. Et au dernier moment, elle me les montrait des SMS de Marine Le Pen en direct, lui disant « Tu n'as rien à faire là, rentre chez toi, etc. » Voilà, écoutez... Pour revenir à et d'ailleurs cette commission d'enquête, ça va nous amener à la transition vers la deuxième partie de cette soirée, de cette émission. Je ne sais pas si vous avez vu un truc incroyable, on va parler une seconde aussi de ce France Info TV, parce que ça j'ai pu le vérifier moi-même en direct, en live ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, évidemment, on va reparler de cette fusillade, évidemment, autour de Donald Trump, qui est passé complètement sous les radars en France à 3h20. Aucune, mais écoutez bien, aucune des 4 chaînes info n'avait basculé en édition spéciale. Alors on se demande, des chaînes d'info en continu, à quoi ça sert, et surtout une chaîne d'info en continu publique, payée avec nos impôts, qui est passée sous la barre symbolique des 1% ce week-end. Elle a perdu toute crédibilité, cette chaîne. Non, mais aucune n'est passée. Alors je veux dire, moi sur cette affaire, aucune n'est passée quand il fallait en édition spéciale, mais alors ensuite... sont restés 72 heures en édition spéciale sans avoir rien à dire. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet événement? Alors, il y en a qui diront c'est un complot, il surjoue sa com pour se victimiser. Et d'autres disent il est très victime, décidément. Et puis, il y a même un troisième camp qui vous dit, et j'entends des journalistes dire il le cherche un peu quand même. Voilà, donc... mais qu'est-ce que ça dit, cette énième attaque contre Donald Trump, quand même, Florian Philippot? Ça dit que la société américaine... C'est seulement Donald Trump qui est visé ou c'est tout un système? Ça dit d'abord que le service de sécurité est très défaillant. Très, très mauvais. Parce que, franchement, pour se pointer dans cet hôtel avec autant de personnalités, tout le gouvernement qui était là, le président, le vice-président, Rubio, et qu'il soit capable d'avoir une chambre avec des armes dans le même hôtel, il y a un énorme problème. Ça veut d'abord dire ça.
Après, le reste, toutes les supputations et tout, ça fait bien longtemps que j'ai renoncé à entrer là-dedans. Je n'ai aucun élément pour justifier une thèse ou l'autre, donc je préfère n'en Les justifier aucune. démocrates et les médias de gauche, d'après vous, pas de On responsabilité. peut toujours se poser des questions, mais on n'a pas d'éléments pour essayer. Charbel. On n'a pas d'éléments, un petit peu quand même, parce que quand on regarde les cercles de sécurité autour du président américain, il y en a quand même 3. Tu as le Secret Service, quand même, il y a 8200 personnes, dont 3200 agents spéciaux. Comment ça se passe quand un président se déplace dans un hôtel, surtout dans l'hôtel Washington Hilton, où Reagan s'était pris une bastos en 81. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un mois avant, il y a un checking complet, des allées et venues, il y a un checking, mais de tout, jusqu'à analyser l'eau de l'hôtel. Et ça va très très loin. Et il bloque un étage, il bloque le deuxième, il verrouille les fenêtres, elles sont scellées, c'est fermé, et tout le monde est checké. Et là, on a un président, trois tentatives d'assassinat en 2 ans. À Butler, quand il s'est pris la balle dans l'oreille, là, et que le type est décédé derrière, le gars, il y a eu une commission d'enquête qui a révélé des défaillances. La patronne du Secret Service, 10 jours après, elle démissionne. Donc, logiquement, bon, ils auraient dû restructurer tout ça. Et on se retrouve, encore une fois, avec... Alors, il y a eu le golf, il y a eu aussi Mar-a-Lago, quand la bagnole s'est engouffrée, voilà. Et là, on se retrouve avec un truc, mais enfin, c'est limite... c'est même pas de l'amateurisme. Et quand on voit les vidéos... Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? J'en sais rien, moi, mais en tout cas, il y a de quoi se poser des questions, c'est ça que je dis. Alors, défaillance... Alors, oui, je sais ce que tu vas sortir, toi. Ah oui, je le vois. Hier, il a passé 1h30 à me dire que c'est Trump. Je suis 5e dan de complotisme, vous savez. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même de quoi se poser des questions, étant donné le niveau de sécurité autour de l'homme le plus protégé au monde. Parce que... écoute, il y a deux solutions. Soit M. Trump a organisé cet attentat. Ah non, je peux pas vous... C'est possible, mais pourquoi pas? C'est possible. Oui, c'est possible. D'accord. Tout est possible dans ce monde. Bien sûr. David Douillet, il y a des ministres. On nous a tout fait, donc tout est possible. Soit on a une forme d'État profond derrière qui cherche à se débarrasser de copier Mitterrand, qui avait fait un faux attentat contre lui, à l'Observatoire. Ah oui. Voilà. Ouais, mais là, ça vous met dans la position avec les macronistes qui disent que non, mais le problème, c'est que le premier attentat où il s'est pris la balle dans l'oreille, c'était hyper risqué quand même, comme non, je parle comme simulation. C'est pas ce qui est dit. Non, mais il y en a qui disent qu'il l'a organisé. Non, ça, moi, je dis pas qu'il l'a organisé. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même aussi que le premier était simulé, mais alors c'était quand même un sacré risque. Il y a quand même une commission d'enquête aux États-Unis. Non, mais les amis, organiser un truc comme ça, enfin, c'est... Non, mais franchement, tu y crois vraiment que potentiellement, c'est pas aussi clair, Mike? Avec les éléments que nous a dit notre ami Charbel. Ton ami Charbel, il... Attends. Si je venais du futur et que je disais... retrouvé le nom du mec, il s'appelle... En 2020, il y aurait des confinements, il y aurait l'injection, il y aurait, je sais pas moi, la guerre en Iran, la guerre en Russie, etc. L'identité numérique, tout ça, est-ce que tu l'aurais cru? Tu m'aurais dit... Il y aurait Epstein, tu m'aurais dit non, mais t'es un fou, mon pote. On t'aurait pas traité de scénariste à Hollywood. Et que Mike animerait une quotidienne tous les jours sur GPTV. Donc, et tout ça est arrivé. Donc bon, moi je vois pas... Comme la couverture. Non, mais le coup de l'attestation, c'était exceptionnel. La couverture du Nouvel Économiste, c'est ça? Si tu veux. Oui. Mais bon, de toute façon, on peut toujours parler beaucoup de Donald Trump, mais recentrons-nous sur la France. Non, et ben là, on va parler... Non, mais je veux dire, parce que, au bout d'un moment, c'est que nous-mêmes qui nous sauverons, c'est pas Trump ou Poutine ou n'importe qui. C'est le peuple français qui, là, je suis d'accord, c'est à lui de réagir et de se prendre en main. C'est au peuple français. Faut dire, on n'a pas tellement de leçons à lui donner, parce que énormément... il s'est pris quand même une torgnole et une gifle, encore des types même par sa femme, dose. On passe des dizaines d'heures à disserter sur des dirigeants étrangers, et finalement, on oublie un petit peu que si nous, on bouge pas, on va être mangé tout cru. Donc on a intérêt à se réveiller, nous, Français, et à se dire que si on ne se sauve pas nous-mêmes, il n'y a personne qui le fera à notre place. Personne. Allez les amis, il est l'heure de passer au deuxième grand débat de la soirée. On va bien sûr parler de l'Iran. À tout de suite. Alors que la guerre en Iran fait planer une menace directe sur le détroit d'Ormuz, avec des fermetures et des perturbations à répétition, la France, elle, subit sans que son gouvernement n'agisse. Tandis que la France a perdu 2 soldats au Moyen-Orient, Emmanuel Macron enchaîne les hommages sans pour autant changer son cap. Au contraire, sur le front intérieur, rien ne bouge. Le gouvernement refuse de baisser les taxes sur les carburants, alors même que les prix du pétrole explosent et que la facture grimpe pour les Français à la pompe. Alors, une question s'impose. Les Français sont-ils condamnés à payer pour des crises qu'ils ne contrôlent pas ? Voilà, vous l'avez compris.
On va parler de cette situation internationale. Tout d'abord, la France, qui, justement, alors que l'Italie et l'Espagne ont choisi de baisser les taxes sur le carburant, la France, elle bouge pas. À la place, le gouvernement privilégie une aide ciblée pour les, je cite, gros rouleurs modestes, environ 20 centimes par litre, destinée à près de 3 millions de Français. Charbel, je vois que t'es chaud bouillant, là. C'est agaçant, quoi. Je veux dire, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, c'est juste un calcul mathématique. Tu prends la calculette, elle te trompe pas. Elle a beau passer sur tous les plateaux au mot de Bréjon, mais est-ce que tu as entendu le sketch qu'on nous a joué? Mais non, on gagne pas plus d'argent. Ah bon? C'est que je suis nul en maths ou alors j'ai loupé ma scolarité? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai passé un bac scientifique, ça devrait aller en maths quand même. C'est quand je prends ma calculette et que je regarde prix du pétrole raffiné, transporté. Il y a la fameuse accise anciennement TICPE, 60 centimes, 67 centimes. J'applique 20% de TVA dessus. Si le prix du pétrole monte, donc je ramasse plus d'argent. Donc il n'y a pas de surplus, on nous prend pour des quiches. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit, faut arrêter. Qu'est-ce qui vous empêche de baisser de 20 centimes? Et après... on a su, quand Le Cornu est arrivé, le petit Seb, et il nous a expliqué qu'en fait, 50 000 voitures électriques, 20 centimes pour les gros rouleurs. Qui sont les gros rouleurs, on va savoir. Et puis voilà, vous inquiétez pas, et puis on va électrifier. Non mais là, ce qui s'est passé, c'est tout le narratif écolo débile qu'on nous sert depuis 2017 comme justificatif, en fait, si tu veux, pour te piquer ton fric. Il s'est écroulé le 28 février. Tout s'est écroulé le 28 février, c'était terminé. Ça veut dire qu'on s'est fait... pour pas dire autre chose, avoir, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, bien comme il faut, on nous a glissé toutes les lois que Florian saura mieux que moi d'écrire, pour nous glisser des taxes et des retaxes et le truc de la transition verte et je sais pas quoi. Et quand il y a une crise, on est incapable d'agir alors que les autres pays européens agissent. En Belgique, le litre de 95, il est à 1,86. Florent Philippot, la France fait les fonds de poche des Français, c'est ça? Moi, ce qui m'a frappé, c'est que la semaine où on nous a redit qu'on ne baisserait pas les taxes, on a validé un chèque de 17 milliards pour l'Ukraine. Et ça, c'est passé... Ça coûte, 17 milliards, c'est beaucoup plus que ce qui a été donné pour l'essence, jusqu'ici. Et c'est passé comme... ça doit passer, parce que de toute façon, si vous êtes contre, ça veut dire que vous êtes un poutinolâtre et vous êtes un agent du Kremlin. Le pire, c'est qu'ils osent nous dire « Non, mais c'est un prêt. » Vous savez quoi, c'est un prêt? Alors ça, écoutez bien, c'est écrit dedans. Ça sera remboursé par l'Ukraine quand elle aura gagné la guerre. Bon, déjà. Et quand ensuite la Russie aura versé ses réparations de guerre à l'Ukraine. Je vois très bien la Russie verser des réparations de guerre à l'Ukraine. Nous, on attend toujours celle de l'Allemagne de 1918. Donc la réalité, c'est que c'est un don, évidemment. Donc 17 milliards. On n'en reverra jamais la couleur. Évidemment que non, ils le savent très bien. Donc la réalité, c'est ça. Et après, on nous dit, on peut rien faire. Alors évidemment, il y a une volonté d'en profiter. De toute façon, Attali l'a dit. Il a dit c'est une bénédiction. Ça fait le jeu de l'État français. Ça va permettre de faire la transition escrologiste. Enfin, lui, il n'a pas dit escrologiste, mais moi. Donc c'est dire en Moyen-Orient, elle fait le jeu de l'État français, d'après lui. Je ne sais pas. De toute façon, c'est non, pas forcément à terme, parce que c'est idiot de ne pas baisser les taxes. Parce que si on baisse pas les taxes, on va avoir une crise économique plus forte. Et une crise économique, c'est jamais bon pour les caisses de l'État, parce que ça veut dire plus de chômeurs à dédommager, à indemniser, moins de rentrées de TVA. Donc le calcul, à la fin, il est très mauvais. Si on bloquait les prix, comme le fait la Hongrie et la Croatie, ils ont bloqué à 1,50, ça coûte, parce qu'il faut dédommager les stations-service, mais ça coûte moins que d'avoir une crise économique majeure. Si on baisse les taxes, comme l'ont fait l'Italie ou d'autres pays, ça coûte, mais ça coûte moins qu'une crise économique majeure. Voilà. Après, il y a aussi des choses qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire parce qu'on ne peut pas le faire. Et on devrait lever les sanctions contre la Russie. Parce que nous avons du gaz et du pétrole bon marché qui nous attend. Il est là. Il nous tend les mains, les bras. On doit le prendre et on ne peut pas le prendre. La Corée du Sud a levé les sanctions, le Japon a levé les sanctions, les États-Unis ont levé les sanctions. Non, l'Union européenne ne lèvera jamais les sanctions. Elle a besoin de son ennemi, la Russie. Pour vous montrer à quel point c'est vraiment, on peut le dire, du foutage de gueule. On nous parle du détroit d'Ormuz. Notre pétrole, à nous, j'ai une source là, ici, Kepler 2025 et EOA 2025. 13,47% du Kazakhstan, 14,61% des États-Unis, 12,64% Norvège, 6,36% de l'Égypte, 10,04% de la Libye. Ensuite, on a 5,74% Nigeria, United Kingdom, donc le Royaume-Uni, 5,22%. Ensuite, on a Irak, Brésil, Algérie, Mexico et autres, 11,93%. Pourquoi les prix sont aussi hauts? Parce que le prix du pétrole
enfin le prix, quelle que soit la production, suit le cours du pétrole, mais le fait qu'on nous dise qu'on ne peut rien faire et que Macron se batte, parce que c'est ce qu'il a dit, qu'il est en train de se battre pour réduire le prix à la pompe et qu'il faut rouvrir, que je reprends ces mots, ce fichu détroit, est une énorme connerie. On est en train de se foutre de nous pendant qu'ils sont en train de prendre de l'oseille aux Français. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Tout le reste, pour moi, c'est du blabla marketing. Vous pensez que de manière générale, on va vers une dictature énergétique, un peu comme. Mais ça permet de nous. Bien sûr. Sanitaire. Un confinement énergétique. Il y a de l'incompréhension. Elle l'a dit, Ursula. Hein. Non, mais ils l'ont dit. Alors, ça, c'est leur terme à eux, confinement énergétique, energy lockdown. Ils l'ont dit. Alors, c'est pas le même que le sanitaire. Ce sera pas un petit papier à remplir. On prépare une gouvernance par la peur pour sortir de chez vous. Mais c'est-à-dire que oui, ils veulent. Alors, l'Union européenne a déjà fait une liste de recommandations circulation alternée, télétravail forcé, rationnement de kérosène. Ça, le plus gros qui nous attend le plus rapidement, c'est les aéroports. Ça a commencé en Italie. Ça a annulé 20 000 vols pour cet été. Ouais. Et même en France, ça commence avec la low cost de Air France, là, Transavia, qui a annulé 200 vols là, en mai. Ça commence. Voilà, donc c'est ça le. Oui, bien sûr, ce qu'ils veulent. L'Union européenne restreindre... instrumentalise ce conflit, justement, pour renforcer son pouvoir, d'après vous? Absolument. Et d'ailleurs, elle a dit derrière, on va maintenant faire des achats groupés. Dès qu'il y a une crise, elle la surdynamise. Lui met des vitamines dedans pour que la crise elle devienne une méga crise. Faire plus d'Europe. Et ensuite, elle nous dit je vais prendre la compétence pour vous aider. Voilà, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Et on met des restrictions de liberté parce qu'on n'aime pas trop les individus libres qui peuvent circuler, qui peuvent se... Non, il faut qu'ils restent cloîtrés chez eux ou qu'ils prennent la ligne de train, qui est devenue très chère d'ailleurs, qu'on leur a fixée, ou le bus, etc. Et par ailleurs, eh bien, on vous fait passer massivement à l'électrique. Et puis dans 5 ans, qu'est-ce qu'ils feront? Vous pensez qu'ils vont s'asseoir sur les taxes qui sont sur le pétrole aujourd'hui? Ils vont augmenter massivement les taxes sur l'électrique dans 5 ans quand tout le monde y sera passé. C'est tout. Et on aura détruit aussi au passage l'industrie française, encore plus, puisque ce sera que malheureusement, puisque l'Union européenne c'est un vaste marché grand, ouvert, et qui n'est pas question les citoyens de vont faire quoi encore que ce soit, ce sera que des marques chinoises. Ils vont encore obéir sans discuter, d'après vous? Mais pour l'instant, ils n'ont pas trop le choix. Il y a un problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous devez travailler avec votre voiture, et qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre que cela? Il serait bien effectivement que les gens se fassent entendre un peu plus, beaucoup plus, mais encore une fois, je ne vois pas d'opposition au Parlement qui bouge. Il n'y en aura pas, Florian. Il n'y en aura pas, non, je sais, entre LFI, RN, PS, LR, il y a une volonté il n'y en aura pas. Ils mangent tous à la même gamelle. C'était le débat démocratique, d'après vous, François-Olivier? C'est évident que tu ne peux plus rien dire dans certains médias. C'est pas Florian sur ce sujet-là. Tout le temps. Il faut écouter Maud Bréjon l'autre jour à la télévision. Elle le dit elle-même. C'est une économie qui n'est pas administrée, l'essence. Donc ils font ce qu'ils veulent, les raffineurs. Donc il n'y a pas de... Là-dessus, elle est super claire. Et d'ailleurs, même le président Macron a été très très clair. Il a dit, il faut qu'on soit indépendant énergétiquement, donc c'est terminé. Mais depuis 73, on entend ça. Mais il le dit, donc c'est... Le même qui voulait fermer 14 centrales nucléaires. Ouais. Il y a un problème d'incompétence de gestion du pays. En fait, on en parlait tout à l'heure des crises qui se succèdent. Et en fait, à chaque fois, depuis Emmanuel Macron, mais même auparavant, je crois que c'était même Philippe Seguin qui parlait qu'à chaque fois, on parlait qu'il y a des problèmes de crise. Et on n'est jamais capable, en fait, d'y répondre. Donc là, on a un problème qui est clair. Il faut enlever, je crois que c'est 30 centimes sur le litre de gasoil. Ça coûte 14 milliards, si je ne dis pas de bêtises. L'argent, de le retirer, c'est pas si compliqué que ça. Vous prenez la contribution à l'Union européenne, vous prenez moratoire sur les énergies renouvelables et vous prenez une partie sur les comités Théodule, ces choses-là. Normalement, vous êtes dirigeant de la France, on parle pas de... on est un grand pays, on arrive, il y a un contexte géopolitique, on a la dissuasion nucléaire, on a le plus de centrales nucléaires par habitant en ratio. Normalement, on arrive à l'Union européenne en leur disant, bon là, il y a une crise, faut nous laisser respirer, sinon ça va pas bien se passer en fait. Mais on fait avec la même idéologie, ils feront jamais ça. Il est convaincu que von der Leyen fait dans le... On est d'accord, mais c'est lié... pour un président normal, mais là, c'est quelqu'un d'anormal. En fait, tous les sujets sont liés depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a l'audiovisuel public qui ne permet pas que vous ayez des gens qui remettent ça en question, ce qui fait que vous n'avez pas une opposition au Parlement, et ce qui fait que vous n'êtes pas représenté... Non, mais moi, je comprends pas bien, parce que, pour rappel, au début du conflit au Moyen-Orient, on nous disait que la France, elle possédait des réserves de pétrole. Et là, aujourd'hui, on nous prépare progressivement au fait qu'il pourrait y avoir une pénurie de carburant. Et l'asile. Pourquoi ce revirement? C'est une erreur? Mais c'est pas une erreur, tout est calculé dans ce qu'ils font. Ils entretiennent le flou. Il faut communiquer sur la hausse du prix du carburant en disant que c'est pas notre faute, c'est la faute du droit d'Ormuz. Voilà, c'est tout. Et parce que ça a rapporté, tiens, rien que pour mars, les hausses de taxes ont rapporté 270 millions d'euros, rien que pour mars. Et 1 milliard à total.
Et si on multiplie, on va dire, par 12, eh ben ça fait plus de 3 milliards d'euros dans l'année. Donc voilà, il faut nous préparer parce que le Kidam va se dire, ouais, mais c'est pas la faute de Macron, c'est pas la faute de Le Cornu, c'est parce que c'est la guerre et on n'y peut rien, donc voilà. Alors justement, en parlant de guerre, là, on va parler de sujets beaucoup plus graves encore, parce que c'était la semaine dernière, il y a 2 soldats français qui sont morts au Liban. Charbel, le Liban que tu connais si bien. Surtout la Finule, je connais bien je aussi. vais vous poser une question à tous brutale, mais est-ce qu'Emmanuel Macron met en danger nos soldats français? Bien évidemment. Bien évidemment. Moi, je connais très bien la Finule. J'étais casque bleu français entre 2001 et 2002. Pendant 5 mois et demi au Liban, quand j'étais militaire français pendant 5 ans. Nakoura, tous les villages là, qui ont été complètement rasés, je les connais très bien. Le rôle de la Finule, après la 1701, donc la résolution aux Nations Unies, c'était de porter assistance. Parce qu'il y en a plein qui jouent sur la Finule en disant « oui, mais elle n'a pas désarmé le Hezbollah, je sais pas quoi ». Elle n'est pas là pour désarmer le Hezbollah, la Finule, d'accord? Elle était là pour assister l'armée libanaise. Et là, il y a un sujet, parce qu'en fait, il y en a plein qui viennent reprocher, qui mettent tout sur le dos de l'armée libanaise, qui n'a pas désarmé le Hezbollah. Macron le sait, tout ça. Macron le sait, si moi je le sais, Macron forcément le sait, ce qui est plus informé. C'est pas sûr, ça. Non, mais ce que je vais dire, non, mais ils le savent, tout ça. La Finule, aujourd'hui, c'est pas son rôle. Chaque soldat français, moi j'ai fait beaucoup, quand j'étais militaire français et sous casque bleu, sous mandat le mandat de l'ONU au Liban Sud, on a fait énormément d'humanitaire. On n'a pas fait autre chose. Mais après 2006, il y a eu une autre mission et ça a été autre chose. Et il y a eu la 1701 après la guerre de 2006. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tu as une armée libanaise qui est très faible. L'armée libanaise, c'est une gendarmerie plus. Parce qu'il y a une loi américaine qui s'appelle la QME, qui empêche d'armer lourdement l'armée libanaise, qui s'appelle la Qualitative Military Edge. Donc c'est une loi, après la guerre de 73, me semble-t-il, quand Israël a été surprise pendant la guerre du Kippour, eh bien les États-Unis ont mis cette directive en place et qui empêche l'armée libanaise d'être armée. Poutine a voulu donner en 2005 des MiG-29, on lui a dit non. Et la France avait signé un contrat avec l'Arabie Saoudite de 3 milliards en 2013, me semble-t-il, pour justement vendre, que l'Arabie Saoudite achète du matériel lourd français, donc chars, missiles, etc., pour équiper l'armée libanaise, pour pouvoir justement exercer son autorité sur tout le territoire libanais. Et les Américains ont dit non, puisqu'ils doivent consulter Israël à chaque fois. Voilà. Et donc aujourd'hui, Macron le sait tout ça. Et malgré ça, on balance nos casques bleus, on continue d'envoyer nos casques bleus dans une zone aujourd'hui qui est une zone pire qu'avant, parce que moi, à mon époque, ça allait. Les Israéliens venaient juste de partir. Moi, ça allait. Nous, on était peinards. Mais aujourd'hui, ce qui se passe dans le sud Liban, il faut regarder les reportages de Régis Le Sommier, il y est en ce moment, mais il faut aller regarder ce qui se passe là-bas. Moi, j'ai créé une page Facebook exprès, je l'ai appelée Charbactu 2, pour balancer justement Comment vraiment... tu l'as appelée Charbactu 2, parce que j'ai la Charbactu 2, et je traduis, si tu veux, des articles des médias là-bas, et je les mets, et je les retranscris directement sur mon Patreon, parce que sinon Facebook me fait sauter. Et je mets ça sur Shabak. Comme ça, les gens, ils peuvent aller voir les médias israéliens, les médias arabes et les médias iraniens. Comment ça se passe là-bas? Et pas France Télévisions et Madame Ernotte à 30 000 balles par mois. Là, c'est vraiment des vrais médias, tu vois. Mais regardez, il y a eu l'hommage au sergent Girardet récemment. Est-ce que Macron était présent? Il n'était même pas présent. Il n'était pas là. Ça veut dire qu'il y a un sergent qui est mort pour la France, Macron n'est pas là à l'hommage national. Mais c'est une honte. Mais pire que ça, il y a eu celui qui a été tué en Irak, là. Avant, il n'est jamais là. Par des types. On a le porte-avions Charles de Gaulle avec nos Rafales. On n'arrête pas d'exhiber 1 million d'euros par jour. La France, elle doit ouvertement s'engager au Moyen-Orient. Non, pas s'engager, mais défendre nos soldats. Quand il y a un soldat qui se fait dessouder. Mais franchement... Non, Philippot, sur ces questions-là. Je vais d'abord, j'ai beaucoup de reproches à faire à Macron, mais enfin, cette guerre a été déclenchée là par Israël et les États-Unis. Ce que j'allais dire, est-ce que Donald Trump, finalement, il fait le jeu des gouvernants européens, là, en bombardant l'Iran? Mais cette guerre est absurde. Elle est dangereuse. On comprend rien d'ailleurs au but de guerre, puisque aujourd'hui on nous dit on va rouvrir le détroit d'Ormuz. Enfin, il était ouvert avant, les gars. Hein. C'est vous, par votre guerre, qui avez provoqué sa fermeture, en fait. Il était ouvert sans péage. Donc, ce que font actuellement ce que fait la coalition israélo-américaine, ça a tué des milliers de personnes innocentes. Ça a déstabilisé complètement la région, mis le feu partout, mis en danger nos soldats. Ça a déstabilisé les circuits énergétiques mondiaux, on vient d'en parler. Oui, ça crée une crise économique mondiale, parce que c'est ça qui arrive après une crise énergétique, c'est une crise économique. Qui, d'après vous, l'a convaincu de la faire, cette guerre?
C'est pas qu'il a convaincu, c'est que Netanyahou, il se dit que Netanyahou allait y aller, tout seul. Netanyahou, on sait très bien qu'il veut faire la guerre à l'Iran depuis c'est vieux comme le monde. Et les États-Unis ont suivi. Les États-Unis avaient dit on ne vous suit pas. On ne sait pas très bien. C'est impossible. Alors il y avait un but de guerre. On pouvait se dire ils pouvaient déstabiliser la Chine, les BRICS et tout. Bon, il y avait quand même un but américain, mais c'est pas totalement ce qui est en train de se passer. Ou alors il a juste suivi par suivisme Netanyahou, et à ce moment-là c'est terrifiant pour les États-Unis. Ça peut aller ce conflit. Voilà. Ça peut aller très très mal. Je vous le dis, la France finira par y aller, ou l'Europe coalisée, on finira par aller en Iran, envoyer des soldats. Faire les larbins. Voilà, c'est une faire les larbins. Toujours ramasser la merde des Américains. On fera les larbins de guerre qui ne sont pas les nôtres. Voilà. Donc on n'a rien. De Monsieur Valls. Monsieur Valls, justement, a parlé dans l'Express de dire voilà, il faut soutenir l'Amérique, il faut soutenir Israël, et nous ne le faisons pas assez. Oui, mais Monsieur Valls, il a l'oreille des gens d'en haut. Et donc, ils finiront, vous allez voir, ne serait-ce que pour l'énergie chère, etc., pour la démocratie, tous ces trucs. On finira par envoyer des soldats français, européens, etc. Je signale qu'en Iran, on avait, si vous regardez les images de Téhéran aujourd'hui, vous voyez des Peugeot, des Citroën, ça. Et avant les sanctions, américaines, on était premier sur l'automobile. Voilà. On a suivi complètement les États-Unis. Alors on rentre dans leur narratif complet. Moi, j'ai aucune amitié pour le régime iranien, mais je veux dire, sur la position des femmes, par exemple, vous savez qu'en Arabie Saoudite, c'est encore pire qu'en Iran. On est très très bons amis avec l'Arabie Saoudite. Donc tout ça, on rentre dans les narratifs débiles hollywoodiens, américains, les gentils, les méchants, qu'on nous a vendus depuis des décennies. Le problème, c'est que ça joue systématiquement contre nos intérêts. Alors là, pour l'instant, Macron, il n'a pas trop fait le malin. Il a très très mal joué sur l'Ukraine et il continue. Mais là, c'est moins catastrophique parce qu'au moins, on n'y est pas. Mais je suis assez d'accord avec Mike. Je crains qu'on finisse par y être entraîné et par y aller. Et là, ce serait une catastrophe totale. Déjà, son projet de coalition, on va débloquer Hormuz. Non, on n'a rien à faire là-bas. Non, c'est pas à nous de le faire. C'est eux qui ont créé le problème. La coalition israélo-américaine, c'est à eux de régler le problème. J'ai une question très simple par rapport à ça. C'est que si ça finit comme l'Ukraine et qu'on n'a plus aucun mot à donner de ce qui se passe au niveau géopolitique, c'est un problème aussi. Si on ne fait rien du tout. Si on fait rien, non, on a plein de choses à faire. Là, on n'est plus du tout à aucune table au niveau mondial pour mettre notre parole. Parce que je pense, il faut être crédible. Parce que je pense, c'est parce qu'on mais là, on fait comment? On n'est pas crédible et on n'a pas notre propre voix. C'est ça qu'il faut faire. Quand on avait une crédibilité géopolitique et militaire, la crédibilité, ça se construit. Et ça se construit notamment quand on voit que vous avez des positions courageuses. Quand on dit non en 2003, on a de la crédibilité parce que même si on n'est pas les plus forts, et cette guerre s'est faite quand même en 2003, Chirac n'a pas empêché la guerre d'Irak, il faut quand même s'en souvenir, on l'a perdu sur ce combat-là. Mais on n'y est pas allé et on a été respecté parce qu'on jouait notre rôle. Si la France avait une crédibilité en étant parfois capable de s'opposer aux États-Unis ou à la coalition israélo-américaine ou à d'autres dans le monde, ou capable de parler avec la Russie, même quand c'est interdit par la bien-pensance, on se forgerait, même si on n'est pas le plus grand pays du monde en termes économiques, militaires, c'est pas grave, on se forgerait une crédibilité et on serait beaucoup plus respecté, on aurait un rôle beaucoup plus respectable. Par ailleurs, je pense que nos moyens militaires aujourd'hui, honnêtement, on n'a pas à les mettre là-bas. Nous avons le premier espace maritime du monde, il n'est pas protégé. Pour moi, c'est ça la première urgence, c'est qu'on se fait piller des territoires d'outre-mer qui sont pourtant des richesses extraordinaires pour notre pays parce que nous ne sommes pas foutus d'aller les protéger. Je pense à la Guyane par rapport au Brésil, je pense à Mayotte, etc. Et ça, pour moi, c'est la première des urgences. Plutôt que de mettre des forces en Roumanie, en Lituanie, en Estonie, ou bien de mettre notre armada maritime près du détroit d'Ormuz, franchement, qu'on commence par s'occuper de nos forces et de nos atouts. On verra plus tard dans quelle crise on a envie d'intervenir ou pas, selon que ça corresponde à nos intérêts nationaux et seulement. Est-ce que l'Iran n'a pas été sous-estimé quand même, Charbel? Bien sûr que ça a été sous-estimé, l'Iran. Ça a été sous-estimé, l'Iran. Et là, Donald Trump, ce qu'il a fait, moi, je pense qu'il a été entraîné là-dedans. Et là, il y a qu'à lire ses déclarations. C'est ça que tu dis? Bien sûr. Bien sûr, parce que ça commence à sortir. Il a lire ce qui se dit là-bas. Encore une fois, il faut aller lire ce qui se dit là-bas. Netanyahou, si tu n'y vas pas, je vais y aller. Il y a l'excellent article du New York Times où on parle de cette rencontre du 11 avril à Washington entre février. Février, entre le patron de la CIA, Trump, et le patron du Mossad et Netanyahou. Et au final, ça s'est joué en faveur de cette guerre. Mais regardez, les Américains n'ont jamais combattu seuls une puissance aussi importante que l'Iran. Ils ont été soit contre le Vietnam, et encore ils ont perdu, contre l'Afghanistan, l'Irak, voilà, des petits pays par rapport à l'Iran. Et même quand ils sont venus en France, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, ils n'étaient pas seuls, ils étaient alliés. Là aujourd'hui ils sont seuls, ils ne savent pas faire.
Ils ne savent pas faire ce type de guerre. Donc forcément, ils vont nous y entraîner. Parce qu'on ne peut pas juste bombarder l'Iran. Ça ne suffira pas. C'est un peuple quand même qui est armé et qui a à peu près 100 millions d'habitants, quasiment. Donc ce n'est pas rien. L'économie mondiale pourra s'en relever. Ça va plus loin que Non, ça. puis les États-Unis, il faut quand même dire les choses. Ils sont en guerre tout le temps. Ils ont besoin Depuis de la Seconde Guerre mondiale, on en a ras-le-bol de ce pays. Enfin, je veux dire, ils sont tout le temps en train de faire des guerres. Le précédent mandat en train de Trump, de faire. il n'y avait pas eu de guerre. Bah ouais. Et Trump. Et le fait qu'il ait justement fait campagne pour la paix en disant parce que les États-Unis aussi, les Américains aussi en ont ras-le-bol. Ouais, la population. Ce pays s'appauvrit fondamentalement. Ce pays s'appauvrit. Tu veux dire l'Amérique profonde? L'Amérique, Ils n'en ont rien à faire, c'est ça? L'Amérique, globalement, est un pays moins riche qu'il y a quelques décennies. C'est un pays qui est en déclin. Et il avait dit, je passe d'une politique impériale à une politique nationale. Je m'occupe des problèmes de la nation, je n'aurai plus la politique. Et finalement, il fait l'inverse. D'ailleurs, c'est un peu idiot parce qu'il joue sa popularité, là. Il a été élu sur la paix. Et or, ce pays-là, finalement, quelles que soient les majorités, en permanence, il a une guerre. En permanence, alors c'est la Syrie, c'est la Libye, c'est l'Afghanistan, c'est l'Irak 2 fois, c'est maintenant l'Iran. Enfin, on enlève des présidents, on fait des coups d'État. Ils ont fait des dizaines de coups d'État en Amérique du Sud. Enfin, c'est sans arrêt, sans arrêt. Ils ont le Vietnam, bien sûr. Et c'est sans arrêt. C'est la puissance qui provoque le plus grand déséquilibre dans le monde aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autre. Donc il va falloir à un moment arrêter et redevenir gaulliste. De Gaulle disait que les États-Unis n'étaient pas nos amis, que d'ailleurs les nations n'avaient pas d'amis mais que des intérêts. Vous diriez que les États-Unis ne sont pas vos amis? Aucune nation dans le monde n'est notre ami. Nous n'avons que des intérêts. Ça, c'est le général de Gaulle et je pense qu'il a 100% raison. Sur certains sujets, on sera en coalition avec les États-Unis parce que ce sera notre intérêt et seulement le nôtre. Sur d'autres, on sera en opposition aux États-Unis parce que ce sera notre intérêt. C'est ça, être un vrai pays qui défend sa voix, sa vision et ses intérêts. L'Amérique devient un problème. Je veux dire les choses, l'Amérique devient un problème. Il faut arrêter de croire que l'Amérique, c'est notre camp occidental. Déjà, l'Occident, c'est pas eux, à la base. C'est l'Europe. Non, mais c'est l'Europe. C'est avant tout l'Europe, mais c'est pas l'Amérique. Les Anglo-Saxons, c'est un problème. C'est un peu l'extension des Anglais, de cette île qui a toujours fait la guerre à la France. Faut dire les choses. Donc l'Amérique devient un problème pour le monde. Tu préfères aller avec les Allemands ou avec les Américains? Pardon? Tu préfères aller avec les Allemands? Je préfère dominer les Allemands et dominer les Anglo-Saxons. Moi, j'ai deux ennemis, c'est les Germains et les Britanniques. Avec Macron au pouvoir. Non, mais c'est intéressant parce que l'Allemagne a été... en fait, l'Allemagne a pour mission... Parce que l'Union européenne, c'est une construction américaine. Jean Monnet, enfin tout ça, c'est des agents américains, on le sait. Et ils ont délégué à l'Allemagne, surtout après la réunification, après 90, le rôle de piloter. Donc en fait, l'Allemagne joue le rôle de capot pour de l'Europe. On voit bien à quel point, d'ailleurs, contre nos intérêts, au bénéfice toujours d'une puissance américaine. Donc en fait, mais justement, c'est difficile de dissocier les deux. On n'aurait pas une carte à jouer, là? Où ça? Sur le plan international. Avec Macron, on a 0 carte à jouer. Je crois que c'est compliqué. On a toujours des cartes à jouer parce qu'on reste fondamentalement un pays qui a une grande puissance, qui a des grands atouts. Avec notre outre-mer, on aurait des magnifiques cartes à jouer. Je reprends le débat précédent, mais on a du pétrole au large de la Guyane, on a du pétrole au large de Mayotte. On a l'Amérique qui est plus grave quand même, qu'il faut soulever. On pourrait aller le chercher. On a la plus grande réserve mondiale d'hydrogène blanc qui est propre en Lorraine. John. Mais on va pas le chercher. À qui Macron a vendu les fleurons français? Aux Américains. Aux Américains. Donc voilà. 90%. Oui. À un moment donné, il faut le dire. Donc ce type est tenu par ces intérêts-là. L'agent de chez Rothschild, quand même. Et bien sûr. Il est, rappelez-vous, Alstom, et la dernière, la Doliprane. Voilà. Donc il est tenu par ses intérêts américains. Donc il ne se rebellera jamais vis-à-vis des Américains. Donc là, il joue un peu la montre en disant non, mais je dis non. Mais vous verrez qu'il dira oui au final. François-Olivier. Non, je voulais rajouter juste un truc à mon avis, la vraie raison de tout ce bordel au Moyen-Orient, et on en parle peu, c'est de l'inflation américaine et de la dédollarisation globale du monde. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est un problème pour eux, parce qu'en fait, là, leur dollar ne vaut plus grand-chose. D'ailleurs, ils demandent, les Iraniens, qu'on paye en dinars. S'il n'y a plus de pétrole au dollar, c'est une catastrophe pour eux. Pour moi, à mon sens, c'est la vraie news. C'est-à-dire que là, si tu peux plus payer en dollars, pour eux, alors là, ils vont pas être contents. C'est pour ça. Donc, toutes les guerres, Saddam Hussein, c'était pour ça. Mais c'est ça. C'est comment Muammar Kadhafi, pourquoi ils l'ont dézingué? Parce qu'il a voulu créer la monnaie africaine. Il y a un gros volet sur l'énergie aussi. Mais bien sûr. Non, mais ça derrière. L'Iran, c'est la raison. Quel pays, l'Iran? Comme le Venezuela aussi. Ils ont tué le guide suprême. Ils ont tué le guide suprême. Tout le monde a cru que ça allait s'effondrer. Mais le problème, c'est que le pays, militairement parlant, c'est pas du tout ce qu'on croit. Le guide suprême, il est mort. Son fils, il est grièvement blessé. Et il y a toujours des... Enfin, maintenant, ça s'est un petit peu arrêté, mais il y avait toujours des missiles qui tombaient. Et je rappelle quand même que 83% des missiles
sont tombés sur les pays du Golfe, pas sur Israël. Sur les pays du Golfe. Quand tu parles comme ça, on te dit oui, mais c'est tombé sur les bases américaines. Mais elles sont sur un territoire des pays du Golfe. Première chose. Deuxième chose, le territoire militaire iranien est découpé en à peu près une trentaine de régions militaires qui sont totalement autonomes, et qui n'ont pas besoin de recevoir des ordres de Téhéran pour agir. Et puis il y a un autre truc, c'est que vous avez quand même 3 armées en Iran. Vous avez l'Artèche. Ah oui. Vous avez l'Artèche, c'est à peu près 300-400 000 bonhommes, plus une réserve qui est OTAN. Vous avez les gardiens de la Révolution, vous avez aussi le Basij. Le Basij, c'est plus d'1 million d'hommes, quoi. Je veux dire, c'est une milice populaire. Donc comment vous voulez arriver à bout de ça? C'est totalement impossible. Et les Iraniens, ils le savent très bien, et c'est pour ça qu'ils peuvent paraître, si vous voulez, un petit peu, entre guillemets, d'après ce que j'ai entendu, hautains, si vous voulez, dans leur réponse à Trump. Et c'est pour ça que ça rend Trump foudrage, parce qu'il sait très bien qu'il s'est foutu dans un bourbier à cause de Netanyahou, qui risque de perdre les élections bientôt. Parce que là, il y a Lapid et Bennett qui se sont coalisés contre lui. Ils ont coalisé leurs 2 partis contre lui. Donc, il est défavorablement donné dans les sondages. Et donc, il va se retrouver, Trump, tout seul, face à ses mi-termes. Et donc, qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque de se prendre une volée. Voilà, et c'est pour ça qu'il est excité et qu'il vous balance tout et son contraire toutes les 5 minutes. Il faut regarder aujourd'hui les déclarations de la journée, vous allez halluciner. Laurent Philippot, on arrive bientôt d'ailleurs au terme de cette émission. Est-ce que cette situation, j'ai envie de dire paradoxalement avec des guillemets, ce ne serait pas une aubaine pour le souverainisme en France, que les gens réalisent quelque chose, une prise de conscience? Déjà, il faudrait que vous finissiez par vous entendre, là, tous les 2 ou 3, là. Non, mais ça, on va Non, pas... toujours pas. Ah non, mais si, nous, moi, Éric, Bah non, mais vous je sais savez pas. bien que le problème n'est pas ici. Il est où le problème? Il n'y a pas de problème. Moi, je propose la primaire depuis... Enfin, on va pas Non, mais, revenir là-dessus. non, mais c'est pour S'il y dire, a est-ce que une ça a candidature- avancé? Bah non, mais si, c'est important. Non, mais parce que plein de gens nous le demandent, là, de dire, bon, moi Mais j'ai c'est abandonné les gens l'idée qui ne d'organiser veulent pas une émission s'informer. avec Non, vous. Les gens qui demandent encore... Non, l'émission, on va dire la vérité. Moi, j'ai accepté. Je l'ai dit. Qui a refusé? Non, mais je l'ai dit, en effet. Non, faut le dire, alors. Je l'ai dit que François Asselineau avait refusé. Voilà. Donc moi, j'ai pas cette refusé. émission à vous 3. J'ai jamais refusé ce genre d'émission. Oui, mais ce ne sera pas Philippe de Villiers? Alors, si c'est Philippe de Villiers, pour moi, c'est la meilleure chance pour le souverainisme. Donc, voilà. Est-ce que. Voilà. Je ne sais pas s'il sera candidat, mais Alors, je pense que c'est le plus rassemblant. Alors, attendez, non, mais ça, c'est une vraie information, là. Vous, aujourd'hui, Bah non, il n'y a pas Philippot- d'info, ce que je dis. Non, mais d'ailleurs, en effet, vous êtes rapproché avec Philippe de Villiers. Enfin, Oui, on ben, voit vous savez, alors, je vais vous parler. dire une chose. Moi, c'est Vous seriez prêt à vous effacer pour Philippe de Villiers? Oui, tout à fait. À le soutenir, évidemment. Non, mais alors là. J'ai jamais changé de. Non, mais là, c'est. d'opinion. Bah, pardon, là, c'est une Vous savez que vraie. c'est mon premier meeting quand j'avais 17 ans. J'étais à Lille et je suis allé voir la liste Pasqua-Villiers en 99. J'ai emmené mes parents qui n'étaient jamais allés à un meeting non plus. Et Vous on a seriez été prêt à voir être son de Premier Villiers-Pasqua. ministre. Donc, Vous seriez prêt à être Non, le mais Premier attends. ministre de Philippe de Villiers? oui. Mais non, la question, c'est très sérieusement, c'est que si il y va, je pense que tous les candidats que vous évoquez, parce qu'il y en a 3-4 déjà qui Nicolas sont déclarés, Dupont-Aignan, François Asselineau. voilà, ils auront le devoir de le soutenir. Parce qu'on ne peut donc de plus s'effacer attendre. derrière lui. Le pronostic vital de la France est engagé et il est hors de question d'avoir 10 000 candidatures qui feront 1%. Ça n'a aucun sens. Et tout le monde nous en voudrait. Là, vous y croyez légitimement. tous à cette candidature de Philippe de Villiers qui bruisse dans les couloirs, en effet, des médias. Moi, j'espère qu'il va y aller. Il faut casser le rythme, là. Là, on n'a plus le choix, comme il dit Florian. De sages, d'hommes. Bien sûr. Alors, après, il y expérience. en a qui le critiquent, mais on s'en fout. Mais ceux qui le critiquent, allez plutôt gratter du côté de Macron, ce qu'il a fait depuis 2017. Après, moi, j'espère vraiment qu'il va y aller. Ce serait l'anti-Macron. Alors, il est le plus connu, et puis en plus, il a réussi un projet entrepreneurial Plusieurs, même. avec son parc. Puis du fou. Voilà, puis du fou, c'est quand même pas rien ce que la plupart des hommes politiques n'ont pas fait. Après, est-ce que lui, il a envie? C'est ça aussi. Puis il a le une truc. stature, quoi. Je veux dire, le mec, il en impose. C'est pas, c'est pas Valls, quoi. Tu vois, c'est pas Valls. Sorti de l'UE, sorti de l'OTAN, sorti de la CEDH, sorti de Schengen, sorti marché européen d'électricité, il coche toutes les cases. Pendant le Covid, lui, il était là pour nos libertés, les suspendus. Vous pourrez reprendre ses interviews en temps réel. Voilà, on va quand même pas laisser le soi-disant camp national être représenté par Bardella, excusez-moi. Enfin, je veux dire, c'est pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Donc, parce que ça n'est plus le camp national, premièrement, c'est la première des raisons. Et ensuite, parce qu'il n'a pas les qualités pour être président de la République. Il y a Voilà. peut-être quand même Marine Le Pen encore, elle est encore en course. Tant qu'elle n'est D'abord, pas déclarée Marine inéligible. Le Pen n'est plus non plus souverainiste. Hein. Elle est peut-être un chouïa plus que Bardella, mais enfin franchement, elle l'est plus non plus. Et je crois que raisonnablement, je pense qu'elle a quand même peu de chance d'être candidate. C'est quand même Bardella aujourd'hui qui est propulsé, et on le voit par tout le système. Quand vous avez 12 pages d'agiographie dans Paris Match, c'est que vous êtes soutenu par le système. Il se couche. C'est pas un hasard. Paris Match, c'est pas un hasard. C'est En pas plus, un hasard. il faut savoir qu'il y a Best Image derrière aussi cette photo. C'est impossible. Qui est C'est là que Best vous êtes Image? lancé.
c'est l'agence de Monsieur Miel et de Madame Marchand. Donc ce n'est pas un hasard. Si Paris Match, moi ça me fait penser vraiment à 2016. Rappelez-vous cette photo de Paris Match où Emmanuel et Brigitte Macron sont à la plage en maillot de bain. Vous vous rappelez ça? Eh ben, ça me fait penser à la même chose. On est en train de propulser un storytelling en faveur de Jordan Bardella. Et vous verrez de plus en plus Jordan Bardella sur des couvertures. Et vous verrez qu'il sera le candidat, peut-être face à Édouard Philippe, peut-être face à Mélenchon, je ne sais pas. Mais en tout cas, il sera le gars, je pense, du système. Sur l'hypothèse Philippe de Villiers, François-Olivier? Alors moi, je ne pense pas ça. Moi, j'écoute Jacques Attali. Ah, oula. Ouais. On va nous faire le coup de la brune. Dans quel sens? Non, mais attendez, dans quel sens? Je pense qu'ils vont nous la faire à l'envers, effectivement, mais 3-4 mois avant, je pense que ce sera Christine Lagarde, moi. Christine Lagarde. Oui, pourquoi? Mon Dieu. Parce qu'elle est documentée, parce qu'elle vient de l'Europe, elle vient de la banque, elle a les finances, et elle arrivera, dans les médias mainstream, c'est toujours comme ça, hein, t'as toujours un truc, un nuage, Édouard Philippe... Et Un tout, ovni bon. qui arrive. Et tu vas voir un truc au dernier moment. Personne ne parle de Le Cornu, hein. C'est le Pompidou caché, là. Moi on m'a dit qu'à la fin de l'année, Ça porte malheur, ils vont les nous premiers sortir ministres Le en France. Cornu, Non, mais- il n'y aura plus qu'à Christine récupérer Lagarde, à mon Macron. avis, Et alors, Christine Lagarde, c'est possible parce qu'ils viennent de possible. sortir un sondage où ils ont testé des femmes et elle était en tête. Ils ont titré sur elle en disant Christine Lagarde, plébiscitée par les Français. Bon. Donc ça sent le storytelling. Mais il paraît que Macron a en tête Jean Castex. C'est dans toute la presse. Alors ça, ce serait amusant. Je rappelle que Jean Castex, c'était quand même le Premier ministre du pass sanitaire, faut des faire son suspendus cinéma. et du pass Et il y a un vaccinal. dernier scénario. Est-ce que les présidentielles de 2027 auront bien lieu? Ouais. Justement, on cherche la guerre. Enfin, c'est-à-dire le pouvoir cherche la guerre. Docteur Complot. Non, mais Exact. d'accord. Non, il a mais raison il là-dessus. cherche la Il guerre, a le raison, pouvoir. il a raison, il a raison. Et s'il y a la guerre, eh ben, le président de la République, il viendra à la Non, il y télé. aura dira- Delphine Ernotte, là. Non, attendez. Il viendra à la télé, il dira, écoutez, il y a la guerre, je suis le seul légitime, nous sommes en guerre, je me dois de rester un peu plus longtemps. Bon, il y aura un petit article 16 aussi. Et puis voilà, et puis il restera. Ils viennent de créer. Ça pour Trump, hein. Non, mais ils viennent de créer un nouvel état d'urgence. L'état d'alerte de sécurité nationale, qui n'existait pas. Et cet état d'alerte de sécurité nationale, comme l'état d'urgence, n'est déclenché que par un décret en Conseil des ministres, donc c'est facile. Sauf que l'état d'urgence, comme l'état de siège, ça ne dure que 12 jours et ensuite il faut une loi votée au Parlement. Là, c'est un truc qui dure 60 jours. Donc ils se sont créés eux-mêmes et je crois que ça a été voté par toutes les oppositions, enfin en tout cas par le RN et LR. En tout cas, Florent Philippot, c'est quand même incroyable ce que vous nous annoncez ce soir, c'est que si J'ai pas Philippe son- de Villiers y va, vous n'y allez pas. Non mais mon cher Harry, il faut me suivre sur mes réseaux. Ben oui, mais pardon, je je ne le peux pas dis vous depuis suivre tous longtemps. les jours sur vos réseaux. Ça m'arrive d'interviewer d'autres personnes. Vous n'y allez pas et vous appelez donc les souverainistes à faire de même. Je l'ai toujours dit, il le sait, tout le monde le sait. Il vous parle, vous parlez régulièrement à Philippe de Villiers. Vous pensez qu'il va y aller vraiment? Ah honnêtement. Allez, dites-nous là. Ah non, on n'est pas. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas. Il m'a jamais dit impossible. entre nous, là. Je crois qu'il pèse les choses, Vous lui avez le déjà pour posé et la le contre. question et il vous a dit Bien sûr. quoi? Il vous a dit quoi? Qu'il réfléchit réellement. C'est pas faussement. C'est-à-dire qu'il est en train de réfléchir. Il regarde les choses. Voilà. Et je pense qu'il n'y aura pas de décision immédiatement. Mais c'est pas du tout de l'ordre de l'impossible. Pas du tout. Et est-ce que vous pensez que si jamais, avec des cimes, on peut refaire le monde, mais si jamais il y va, est-ce que vous pensez que vos petits copains, la souverainistes, ils feront comme vous? Mais ils font ce qu'ils veulent. Moi, je consulterai nos adhérents patriotes pour savoir ce qu'ils veulent faire et je n'ai pas de doute sur le fait qu'ils seront vraiment enthousiasmés. Je ne sais pas, il faut leur poser la question. Dupont-Aignan, lui, est à fond. Hein. Il est à fond pour y aller tout Mais seul. franchement, Ah, pour y aller je pense qu'à ce moment-là, dans ce cas-là, ils auraient une responsabilité historique d'évidemment retirer leur candidature et de soutenir la candidature la plus rassembleuse. Enfin, je ne vois pas comment ils pourraient faire autrement, en fait. C'est impossible. Je pense qu'en septembre, il va y aller. Dupont-Aignan, moi, me l'a dit, d'ailleurs, à la réunion de M. Murer, il m'a dit que... De Gaulle aussi te l'a dit. Il me l'a dit, non mais il me l'a dit, je l'ai enregistré, j'ai filmé tout ça, et je pense que M. Asselineau va y aller aussi. Voilà, ça c'est évident. Même avec une candidature de Villiers. Ah oui, oui. Ouais, Pour peu M. importe. Asselineau, pour avoir écouté ce qu'il a dit, parce qu'il clash tout le monde, il nous a même clashé nous, donc voilà. Il dit voilà que de toute façon, M. de Villiers, c'est des forces obscures, etc. Et donc du coup, que lui, ça fait 17 ans qu'il est sur le Frexit, machin, qu'il est le premier, qu'il est le seul et l'unique, en gros, et qu'il faut qu'il y aille. Donc ça, personne, je pense, le fera changer d'avis. Hein. Et comme il est quasiment tout seul, donc du coup, voilà. D'accord. Peut-être sauf peut-être des problèmes judiciaires qui Et peuvent vous avoir pensez que très ça vite. ferait de l'ombre à qui s'il y avait une candidature Villiers
Ça ferait pas d'ombre, ça ferait de la lumière. Ça ferait de la lumière pour nos idées. Et évidemment, des gens qui aujourd'hui se déclarent peut-être dans les sondages pour Bardella, qui est donné à 35, mais tout ça, ça me paraît très fragile, par dépit, parce qu'ils n'ont pas de candidat pour l'instant. Donc ils auraient un candidat. Et je pense qu'il peut prendre même beaucoup plus largement que ça. Je pense qu'il peut créer une dynamique. Je pense qu'un vrai candidat souverainiste, frexiteur, rassembleur, qui est complètement, qui défonce le système. Enfin, je pense que s'il y va, c'est pas pour faire du compromis. Il faut y aller à fond. Il faut rentrer dans le lard. Vous n'auriez pas peur que ça fasse comme Zemmour, évidemment, porté par les sondages? Non, parce que Zemmour, il est monté haut, mais à un moment, je pense qu'il était un peu monothématique sur les migrants. Ça. Je pense que c'est plus large chez Philippe de Villiers. Le projet politique est plus large. Il est plus rassembleur. Mais ce sera Madame Knafo. Je pense pas que ce soit Zemmour. Je pense que ce sera Madame Knafo qui... D'ailleurs, elle a même lancé un site, je crois, sur les programmes pour la France, etc. Je pense que c'est plus elle va damer le pion. Mais il y aurait tout un appareil. Il n'a pas d'appareil. Florent Philippot, il n'a pas d'appareil, Philippe de Villiers, derrière lui. Non, mais il faut faire une campagne. Mais ça, écoutez... Mais les Patriotes, ils ont quoi? Vous avez 30 000 adhérents? Plus de 40 000. Ah bon? Non, nous on a ce qu'il faut. On s'est organisé des choses, mais bon après. Et vous pourriez apporter. Vous savez, aujourd'hui, votre appareil au service de Philippe de Villiers, s'il y allait? Oui, on mettra à disposition tout ce qu'il faut. Non, bien sûr, on a une organisation, on a du monde, on a des militants. Après, moi, je suis pas derrière les gens. S'ils veulent le faire et si ça crée un enthousiasme, ils le feront. Je n'ai même pas besoin de leur demander. C'est naturel. Et je pense que ça se passerait exactement ainsi. Et puis, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça vous permet de toucher plein de monde. Si vous avez une communication intelligente, bien pensée, je pense qu'il y a des gens ici autour de la table qui savent faire ça et qui auront une expertise ultra utile aussi à ce moment-là. Eh bien, il peut être propulsé très, très haut. Parfois, vous faites aujourd'hui plus de buzz et mais bon, dans le bon sens du terme, sur du fond, et plus de voix à la fin, avec une petite vidéo bien faite d'1 minute qui fait un carton absolu sur tous les réseaux, qu'un meeting qui a coûté 200 000 euros et qui finalement, on n'en retiendra rien. Le sujet de base sur Charles Lalonde, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les gens ont découvert ce qui se passait, ils ont découvert l'homme qui posait les questions. Là, ça peut être la même chose de quelqu'un qui se présente. C'est pourquoi, encore une fois, par rapport à un Bardella, il y a un effet de contraste, la sagesse, l'expérience, la sincérité et l'authenticité des convictions par rapport à quelqu'un qui a peut-être 30 ans, mais on a l'impression qu'il a déjà 90 ans de politicard derrière lui. Il est déjà à fond dans les manœuvres, les petits trucs, on dit plus qu'on pense, on se met dans la main de tel réseau pour passer à la télé. Enfin, c'est déjà les petites compromissions du système, c'est épouvantable. Il a 30 ans, mais il en a 90. De Villiers, il est plus âgé, mais il a la sagesse et il a l'authenticité. Voilà. Il a une vision aussi, une stature aussi. Bon, vous l'avez, votre thème de manifestation, là, la prochaine? Alors justement, oui, on fait une manif. Il parlera d'ailleurs pour cette manif, Philippe de Villiers. Pardon? Il parlera, il y aura une intervention. Le samedi... Philippe de Villiers va intervenir? Il intervient à distance. Peut-être que plus tard, il interviendra que vous nous annoncez. En vrai. Mais ça, là, on vous dira ça plus tard. Comme on dit, il s'affiche avec vous, clairement. Oui, mais il nous fait des interventions. Non, mais pardon, faites pas non plus le... Mais non, parce que je suis surpris que vous ne l'ayez pas vu, parce qu'on le fait déjà. C'est pas mal quand même en termes de... C'est extrêmement bien, on en est ravis, mais c'est pas nouveau. Encore une fois, ça fait... Mais bon, samedi 9 mai, rendez-vous Paris, 15h, place des Pyramides. C'est la Jeanne d'Arc en doré. Là où Jean-Marie Le Pen avait dit Jeanne, au secours. Je crois. C'est la journée du Frexit. Pourquoi le 9 mai? Parce que c'est aussi la fête de l'Europe. Officiellement, c'est la fête de l'Europe. Ils vont tous être fous avec ça. Ils demandent d'ailleurs aux maires de mettre le drapeau européen sur la mairie. Et moi, c'est le seul jour où il paraît que c'est obligatoire. Donc je demande aux maires de désobéir et de ne pas mettre ce torchon sur leur mairie. Même si c'est obligatoire, on n'en a rien à faire, rien à cirer. Et nous, en contre-programmation, en contre-Kems, on met la journée du Frexit. Rendez-vous 15h, samedi 9 mai, place des Pyramides. Bon, écoutez, en tout cas, on encourage les gens qui veulent vous soutenir à y aller. On termine avec... Évidemment, d'abord, on va remercier beaucoup Ignace pour tout au long de cette émission, les caricatures qui ont illustré cette émission. Et puis, alors voilà, il vous a fait 2 beaux cadeaux. Donc d'abord, le portrait, si on peut zoomer sur Florian, s'il vous plaît. Florian. Voilà, le portrait fait par Ignace. Et la version caricature, voilà, donc qui est un petit peu différente. Voilà. En tout cas, si vous voulez d'ailleurs faire des cadeaux, on va faire afficher le site designas.com de mémoire, j'espère que je le dis bien. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Florent Philippot, d'être toujours fidèle à ce rendez-vous à Bistro Liberté. Ça va, ça s'est pas mal passé, super mon cher François-Olivier? Les souverainistes sont très cool, avec plaisir. Avec plaisir. T'as vu, ils mangent pas les enfants, ni les vieilles dames. Je crois beaucoup aux souverainistes.
Malgré tout. On sait l'avenir. C'est l'avenir. On va revenir à des choses beaucoup plus françaises, concrètes. Eh ben, Vraiment. en tout cas, on va bien sûr suivre ça. Merci beaucoup, John de Lorraine. On vous continue à te suivre sur les réseaux sociaux. Merci, Mike Borowski. Et puis, bien sûr, Charbel, toujours un plaisir de t'écouter. On se retrouve quant à nous, bien sûr, dans 15 jours pour un nouveau Bistro Liberté. On remercie bien sûr le public qui était toujours aussi nombreux. Merci à toute l'équipe, bien sûr, de Bistro Liberté qui est dans l'ombre. Il y avait tous les caméramans. Alors, on va me rappeler ce soir qui y avait, puisqu'ils sont dans la pénombre. Il y avait, je crois, Maxime, Riwal, ainsi que Charles. Merci beaucoup dans l'équipe de production. Arnaud Soyer, le producteur, à Élise, bien sûr, à Marine aussi, qui est à la post-prod. Au son aussi, ce soir, il y avait Pierre, ainsi que, avec Pierre, Édouard. Voilà, me dit-on, sans oublier, bien sûr, la star des réalisateurs, Raphaël. On se retrouve dans 2 semaines.